Donc, on va partir la réunion, par respect pour ceux qui sont arrivés à l'heure. Donc, merci beaucoup là, de vous être connectés quand même en grand nombre pour cette présentation qui note pour nous le début des tournées régionales. Donc, dans la même mesure que l'an dernier, on a décidé de faire la présentation des activités de l'année de VIA en web. C'est tout le temps une partie où il y a moins de questions. Donc, à la fin, on prend quand même toutes les questions, mais par expérience, il n'y en a pas beaucoup. Donc, en web, ça s'apprêtait mieux pour laisser davantage d'espace durant les tournées régionales en personne pour vous écouter, puis être capable d'évaluer un peu vos besoins, votre niveau de satisfaction, puis davantage axé sur la discussion quand on va vous rencontrer chacun dans vos régions. Donc, pour commencer, les règles de base, je pense qu'on est tous rendus assez habitués là, au système en visio. Par contre, on va quand même prendre la peine là, pour ceux qui seraient peut-être un peu moins habitués là, de mentionner les règles de base. Donc, les micros sont tous fermés pour éviter les bruits de fond qui feraient en sorte que vous entendriez rien. Donc, quand on va prendre des questions, n'oubliez pas, si vous voulez prendre la parole, de lever la main. Parce que si vous faites juste agiter votre main, ça se peut qu'on ne voit pas parce qu'il y a quand même présentement 78 personnes qui se sont branchées. Alors, si vous êtes capable de lever la main à partir de votre écran, donc dans l'onglet Réaction, pour ceux qui sont sur un ordinateur, pour ceux qui sont sur une tablette, des fois, c'est un petit peu différent. Donc, je vous invite à explorer un petit peu vos options là, pour ceux qui sont sur une tablette, là, essayer de trouver où est la main. Ensuite, quand on va vous donner la parole, vous avez juste à cliquer sur votre caméra et votre micro pour être capable de prendre la parole et qu'on vous comprenne bien. Donc, si vous parlez puis on ne comprend pas, on va vous rappeler qu'il faut que vous ouvriez votre micro et votre caméra. Alors, je peux confirmer, est-ce que le son est bon? Tout le monde. C'est bon signe, Bon. parfait, super. Puis pour ceux qui sont plusieurs dans des salles, il y en a qu'on voit, mais pour les autres, s'il vous plaît, nous envoyer dans le chat les gens qui sont présents avec vous là, pour qu'on puisse, parce qu'on a la liste des noms, ça va bien. Mais s'il y en a qui sont plusieurs, juste nous l'aviser pour qu'on puisse les mettre dans les présents. Seulement pour fin statistique, on aime bien savoir le nombre de personnes présentes à nos différentes activités. Ceux qui ont pris connaissance de nos présentations, ça nous aide un petit peu à savoir le degré de connaissance que notre réseau a de nous. Alors, on va partir avec la proposition d'ordre du jour. Donc, au point 1, le mot de bienvenue, le suivi du action. Ensuite, le suivi de budget. On va vous présenter un petit peu les différentes collaborations au projet puis au comité là, de ce qu'on a présentement chez VIA. Et ça va terminer avec la clôture de la rencontre. Donc, la présentation de l'organisation. Est-ce que vous voyez présentement le PowerPoint? Oui, c'est bon. Donc, c'est qui VIA présentement? On aime bien le démontrer. Des fois, il y a des petits changements, des fusions en cours d'année, quelque chose. Donc, 70 organisations membres, 61 organisations qui œuvrent en agro-environnement et en services techniques, 10 organisations qui offrent un service en transfert et 12 organisations en gestion. Et ce qui est très important, on couvre, on est présent chez 9500 producteurs. Donc, une très grosse percée qu'on a dans notre milieu agricole. C'est qui ces gens-là? Donc, environ 115 techniciens, 335 conseillers,
70 personnes en soutien administratif, pour un total de 520 ressources dans notre milieu. Il y a 320 ressources qui sont en agro, 10 qui œuvrent au niveau des transferts, 80 en gestion. Sur ça, 75% sont des femmes, 74% sont des femmes et 26% sont des hommes. C'est quand même intéressant d'avoir ça, là, des fois, quand on fait des demandes de subventions, là, ça nous aide un petit peu. Bon, et cette année, pour faire changement, le conseil d'administration, on a droit à des photos. Alors, pour que vous puissiez bien identifier vos gens dans vos régions. Donc, moi, à la présidence, évidemment, à la première vice-présidence, et qui représente le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a Guillaume Barrette. À la deuxième vice-présidence, qui représente aussi Outaouais-Laurentides, Lanaudière et Ontario, on a François Brien. Pour Capitale-Nationale, Côte-Nord, Chaudière-Appalaches, c'est Pierre Baudouin. Pour le centre du Québec, Mauricie-Estrie, un nouveau visage cette année, qui est Serge Boivin. Pour Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, c'est Pascal Hudon. Pour Abitibi-Témiscamingue, c'est Pierre Vachon. Et pour la Montérégie, c'est Joanne Van Rossen. Ensuite, pour les personnes cooptées, donc qui représentent la FRAC, on a Mégane Jarry. Pour représenter l'UPA, c'est la deuxième vice-présidente qui est Stéphanie Levasseur. Pour les CREA, c'est Sophie Lévesque. Et maintenant, nos personnes qui nous aident lors de nos prises de décision, nos personnes ressources. En agro-environnement, c'est Gabriel Bourgeois. En gestion, Isabelle Charret. En transfert de ferme et relations humaines, on a Brigitte Paré. Et pour l'encadrement technique, c'est Nathalie Simard. Et notre belle équipe, les gens avec qui vous avez la chance de discuter lorsque vous appelez chez VIA, donc la direction générale Catherine Machado, comme conseiller en agro-environnement, Éric Baudouin, notre chargé de projet Michel Boudreau, comme adjointe administrative Cynthia Côté, comme adjointe aux communications Isabelle Daigle, comme chargée de projet Hélène Gendreau et comme conseillère agroéconomique Ginette Moreau. Donc, un peu le portrait des régions, à quoi ça ressemble. Donc, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est 2 organisations membres qui couvrent 185 entreprises. Un chiffre qui est très intéressant, c'est le pourcentage de producteurs qui est couvert par nos groupes dans chacune des régions. Ça nous aide un petit peu à voir, y a-t-il encore du potentiel d'affaires où on est pas mal saturé. Donc, ça nous aide aussi à se comparer d'une région à l'autre. Par contre, il faut prendre ça aussi avec un grain de sel, là, parce que il y a des régions. Nous autres, ce qu'on prend, dans le fond, c'est le nombre de producteurs que vous nous déclarez. Donc, si votre siège social, exemple, est en Montérégie, mais vous allez aussi en Estrie, ben, ça va faire en sorte que les producteurs de l'Estrie vont être comptabilisés en Montérégie. Donc, ça nous donne une idée, mais tu sais, ça ne dit pas tout non plus. Par contre, on ne veut pas non plus trop alourdir les questionnaires qu'on vous envoie, là, parce que c'est quand même du travail là, pour comptabiliser, mais ça nous donne une bonne idée. Donc, en Abitibi-Témiscamingue, 31% là, de taux de recouvrement de la région par nos organisations. En Montérégie, 24 organisations membres pour 2599 entreprises desservies sur les 6767, donc 38% là, de taux de recouvrement. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 619 entreprises pour 52% de taux de recouvrement. Ensuite, pour le centre du Québec, 8 organisations membres, 812 entreprises desservies pour 26%. L'Estrie, 2 organisations, 635 entreprises pour 23%. La Mauricie, 2 organisations, 254 entreprises
26 Capital national, une seule organisation, 90 entreprises, 9 de taux de couvrement. Chaudière-Appalaches, 9 organisations, 2195 entreprises desservies, 41 Côte-Nord, une organisation, 46 entreprises pour 46 Lanaudière, une organisation, 320 entreprises desservies pour 20 Outaouais, 2 organisations membres, 149 entreprises desservies pour 16 Laurentides, 4 organisations membres, 388 entreprises pour 32 Laval-Montréal, c'est juste à mentionner. OK. Pour Laval-Montréal, il n'y a aucune organisation. Par contre, il y a 161 entreprises agricoles dans la région. Par contre, c'est couvert par nos autres organisations, certaines des Laurentides ou la Naudière. Bas-Saint-Laurent, 9 organisations, 1075 entreprises desservies pour 56 Gaspésie-les-Îles, une organisation, 48 entreprises desservies pour 19 Donc, ça fait un petit peu le portrait du taux de pénétration qu'on a là, sur les entreprises de nos régions. On sort un tableau. Des fois, ça nous est demandé. Par contre, c'est des chiffres, quant à moi, qui ne disent rien parce que ça ne représente personne. Par contre, des fois, ça peut donner un peu une idée là, de la taille de certaines organisations. Donc, la moyenne du nombre de membres et clients par région. Je vais vous laisser en faire la lecture. Je n'irai pas plus loin là-dessus. En passant, vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup de notes là, parce que le PowerPoint va être disponible dès cet après-midi sur notre site. Le PowerPoint cet après-midi et l'enregistrement de la présentation aussi va être disponible cet après-midi. Je change page à part là, fait que, pour le début. Fait que, milieu d'après-midi, fin d'après-midi, mais ça va être aujourd'hui. À moins qu'il y ait un peu majeur. Alors, pour cette partie-là, je vais vous en laisser en faire la lecture pour ceux que ça passionne. Donc, je vais laisser Catherine nous présenter le suivi du plan d'action. Donc, au niveau du plan d'action qui avait été déterminé pour l'année 2022 à l'AGA en mars dernier, on avait toujours nos 4 axes. Au niveau de la dynamisation du réseau, pour la promotion des organisations, il y avait la production d'un visuel, en fait, du matériel pro forma que les organisations pourraient utiliser pour faire la promotion de leurs événements ou leurs services. À une image neutre, mais qui fait référence au réseau. C'est complété à 90 donc ça devrait... L'indicateur vert veut dire que ça va se réaliser, les chances de réalisation dans l'année. Et quand ce n'est pas déjà à 100 sont très bonnes. Jaune, c'est qu'on a une certaine préoccupation à réussir à le réaliser d'ici la fin décembre. Puis rouge, ben, on a un papier, on pourra en parler de toute façon quand on les rencontrera. Vidéo promotionnelle des emplois et des services du réseau, 75 Est-ce que ça sera décembre ou en début d'année 2022? C'est possible, 2023, excusez-moi, c'est possible aussi. C'est sûr que l'objectif, c'est d'avoir les vidéos pour la saison active de 2023. Promouvoir via auprès des organismes d'encadrement technique, ça a été mis sur la glace avec l'approbation du conseil d'administration. On va en parler à la fin du plan d'action. On a identifié quelques mandats additionnels non prévus qui se sont ajoutés, qui étaient quand même assez costauds, qui ont amené à prendre des décisions à un moment donné et à mettre de côté certains objectifs. Celui-là, on veut je vais dire l'attaquer, ça fait un peu violent, mais on veut s'y attabler le plus en 2023 avec la collaboration de la personne ressource sur le conseil d'administration qui représente le service technique. J'ai quand même juste mentionné qu'il continue à avoir des discussions quand même avec l'équipe d'encadrement technique, il y en a sur nos comités et tout ça. Là, fait que c'est pas quelque chose qui stagne, qui attend ces discussions-là, mais on va y aller plus activement en 2022. Au niveau des formations, l'offre de formation technique et fonction conseil, c'est à 100 complété. Les formations annuelles avaient lieu il y a 2 semaines déjà dans la région de Québec. L'offre de pépinière de formation en agro-environnement, d'encadrement technique et en gestion,
Ça a été fait complètement mai-septembre. Tantôt, on va regarder le taux de participation justement à ces activités-là pour voir comment ça a rayonné ou ça a répondu à un besoin. La planification stratégique de VIA, les consultations et les réflexions pour la mise en place de la planification stratégique 23-25. C'est décembre pour les travaux, mais c'est adoption à la GA 2023, donc c'est à 75 complété. On va les regarder ensemble pendant les tournées. Donc, dans les prochaines semaines, on va pouvoir le regarder plus en détail ensemble. Donc, ça va être complété pour décembre, là, mais il restera le vote en AGA là, suite aux commentaires qu'on aura pu collecter dans les tournées. Au niveau de l'axe 2, le service au groupe, représentation politique, rencontre annuelle pour le suivi sur les problématiques du programme, ça a été réalisé en novembre. Ça, c'est celle qui est un peu plus, je vous dirais, traditionnelle. La représentation pour le programme service conseil, je dirais que c'est à 50 complété. Il y avait plusieurs choses qui avaient été initiées, qui doivent se poursuivre. Puis il y a des discussions à poursuivre aussi. On aura la chance, évidemment, là, dans les tournées, dans la portion en après-midi qui est réservée aux membres, de revenir là, sur le programme service conseil, vos attentes, vos préoccupations, puis ce qu'on a comme information. Représentation du rôle de VIA et des organisations membres auprès des divers intervenants du milieu à 90 complété, tout simplement parce que j'ai encore des rencontres en décembre avec des organismes qui veulent mieux connaître VIA et le réseau des clubs conseils, des groupes conseils en gestion, des clubs d'encadrement technique et des créas. Donc, c'est quand même en continu, mais j'en ai encore en décembre qui sont déjà à l'agenda. Faire reconnaître VIA comme une organisation d'économie sociale, c'est complété. On a fait le constat que c'est pas le temps de le faire reconnaître parce qu'on l'est reconnu ou pas. On n'a pas de formulaire à remplir, mais du moins, on a fait l'approche auprès de l'organisation régionale pour les organisations d'économie sociale. Puis on regarde de façon quand même assez deuxième ligne, on regarde d'un œil ce qui se passe à ce niveau-là, mais on va s'y pencher plus dans l'année 2023, à voir qu'est-ce qu'il y a comme programme, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme opportunité à saisir à ce niveau-là. Représentation journée carrière, c'est complété pour l'année 2022. On a fait en janvier en web celle de l'université. On a marqué octobre et novembre parce que normalement, c'est un ITA en octobre, l'autre en novembre. Cette année, nouveauté, les journées carrière des deux ITA étaient en même temps à Saint-Hyacinthe. Ça avait lieu la semaine passée, jeudi dernier. Donc, si jamais vous avez des gens qui vous contactent, évidemment qu'on les réfère à vous. Fait que ça va être le moment, entre autres, d'aller voir sur le site web dans la section carrière. Si vous avez des besoins en stagiaires, indiquez-les dans la section carrière ou des postes affichés, vous les envoyez à Isabelle Deck, chez nous, on va les mettre là. Puis, il y a la banque de candidature que vous pouvez consulter par l'espace membre aussi. On vous rappelle que dans l'espace membre, dans la banque de candidature, vous pouvez aller voir, vous pouvez comme déterminer le secteur que vous voulez, la région dans laquelle vous êtes. Et les candidats qui auront coché votre région et votre type de poste vont sortir dans la requête. Donc, c'est vraiment ciblé. Là, vous n'aurez pas à patauger dans une liste de candidatures. La première journée carrière de la semaine passée, c'est sûr qu'il ne doit pas avoir une liste très, très grande à ce moment-ci, mais du moins, c'est là qu'on les a dirigés. J'ai aussi fait des présentations du réseau de VIA dans ces journées carrières-là, entre autres, ont changé de TPHA, que ça s'appelle maintenant, l'anciennement TPHA. Ceux qui sont entre autres intéressés particulièrement des clubs en agro-environnement. Il y a des gens qui sont venus nous voir, fait que je suis certain qu'il y a des candidatures qui vont rentrer là. Puis en janvier, on va avoir les journées carrière de l'Université Laval. Donc, continuez à réfléchir à vos besoins en stagiaire et en finissant, évidemment. Les deux sont pertinents. Puis on pourra en faire la promotion. C'est sûr qu'aller aux journées carrière, je pense que c'est primordial, c'est important, c'est le nerf de la guerre. En même temps, y aller en disant, va déposer ta candidature spontanée, puis possiblement qu'il va y avoir un poste qui va s'ouvrir, puis peut-être qu'on va t'appeler. C'est pas aussi vendeur que de dire, regarde la liste des postes qu'on a actuellement d'affichés. Même s'ils ne sont pas tous là, c'est plus attractif pour les candidats de venir appliquer sur ces postes-là et de déposer leur candidature spontanée dans l'autre section. Fait que si vous êtes capable de nous acheminer avant de mémoire, c'est le 20 quelques janvier, là, donc dans la 3e semaine de janvier là, pour l'Université Laval. Donc, c'est possible de nous les envoyer le plus rapidement possible. On va avoir une offre plus intéressante, on va être un peu plus attractif à ce niveau-là. Donc, les journées carrière, c'est complété à 100% pour 2022, mais déjà en janvier, on va entamer les journées de 2023.
L'axe 3 au niveau du soutien RH, le soutien des organisations embauche et maintien, la rédaction d'un guide d'entrevue, banque de questions d'entrevue pour format pour type d'emploi courant. Actuellement, il n'y a rien de réalisé à ce niveau-là. Je vous dirais que les efforts en RH ont beaucoup été mis sur la révision de la politique de rémunération, qui est en cours, en plus des profils de poste en agro-environnement, qu'on va reparler tantôt. Donc, ça, c'est à zéro. Pourquoi il est jaune? C'est qu'on veut quand même, on a quand même espoir de l'entamer, du moins là, en 2022, et le compléter en 2023 à ce niveau-là. C'est sûr que ça pourrait être assez facile de trouver une banque de questions sur le web et vous le mettre dans un document, là, mais l'objectif, c'est pas ça, c'est vraiment d'aller voir avec la consultante pour tester des idées, avoir des questions, au-delà de juste la question d'avoir un peu la pertinence de ces questions-là, à quel moment c'est intéressant de les poser, puis qu'est-ce qu'on fait avec la réponse. Des fois, maintenant, les questions sont de moins en moins de type c'est quoi tes deux qualités? Là? On demande tout le temps. Encore personne n'a demandé, là, mais ce n'est pas nécessairement ça. Souvent, on va poser une question qui va mettre la ressource, la personne en entrevue, dans une situation où il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Fait que ça va être comment elle va bâtir sa réponse qui va être pertinente et qui va vous en dire sur la personne que vous avez devant vous. Mais ça, c'est un peu plus complexe pour monter un répertoire de questions quand on a ce genre de questions-là, parce qu'il y a les deux qualités, tu sais. Puis c'est les qualités que vous avez besoin, puis les bonnes réponses, c'est ça. C'est un peu plus simple, mais on va moins loin avec ce genre de questions. Fait que ça va venir. La distinction employeur, il n'y en a pas eu de fait encore en 2022. On va le faire en 2023. L'objectif, c'était de débuter les travaux en 2022 pour les poursuivre en 2023. Je ne vous cacherai pas que pendant les discussions qu'on a eues avec la CRT, entre autres, pour la refonte de la politique de rémunération, il y a beaucoup d'idées qui sont sorties quand même qui pourront être pertinentes dans le cadre de ce chantier-là de distinction d'employeur. Mais officiellement, il n'y a pas de comité qui s'est penché sur cette partie-là en 2022. Le coffre à outils, révision complète de la politique de rémunération, il est à 95 complété. Le CRT s'est penché sur la suggestion de la consultante la semaine passée. Il y a un élément, une question qui est ressortie à laquelle on n'avait pas la réponse. Donc, on est retourné au niveau de la consultante. On a eu notre réponse hier. Donc, il nous reste tout simplement à aller rechercher l'approbation du CRT sur cet élément-là. Sinon, prochaines étapes, ça va être une présentation au conseil d'administration pour adoption et diffusion dans le réseau. Le 18 novembre, si ma mémoire est bonne, vous pouvez aller voir sur le site de VIA, il y a une formation qui est prévue là, sur la nouvelle politique de rémunération. Donc, c'est sûr qu'au plus tard, le 18 novembre, vous allez avoir des échos là-dessus. Et pour les membres du conseil d'administration, qui pourraient avoir un petit moment de tremblote, vous n'avez pas oublié un CA. On va y aller probablement par courriel et par, à la limite, rencontre web rapide. On a une contrainte de temps à ce niveau-là. Donc, il n'y a rien encore de confirmé, puis qu'on a eu la réponse hier après-midi. La rédaction d'une politique en santé et sécurité, c'est à 50 complété. C'est en jaune. Dans le meilleur des mondes, ça va être complété d'ici décembre, sinon début 2023. Rédaction d'une politique sur les technologies est complétée à 90 il reste de la révision linguistique et une dernière lecture à faire dessus, donc ça devrait sortir rapidement. Est en vert, on a bon espoir que ça soit avant le 31 décembre. Le profil de compétences en agro-environnement, description des tâches techniciens, 95 réalisé. Il est en phase de test actuellement. On va en reparler plus tard là, dans les mandats 2022. On y revient un petit peu. Au niveau de l'axe 4, là, n'hésitez pas à m'arrêter. Vous m'arrêtez en cours de route. Je suis à la fin. Là. On est sur le dernier axe, là, mais juste à lever la main si vous avez des questions ou à les écrire dans le chat. J'arrive à gérer le chat aussi en même temps. Donc, ça peut être un des deux moyens si vous préférez. L'axe 4, développement d'outils. Les outils informatiques, la refonte de budgétaire, consultation, rédaction, cahier de charge. On est à 50 complété. L'objectif, on va en reparler tantôt, demeure d'avoir un cahier de charge rédigé pour le mois de janvier avec une évaluation. On va y revenir à celui-là, donc je n'irai pas trop en détail. On a une slide spécialement pour ça. La refonte des rapports d'analyse, consultation, rédaction des cahiers de charge. C'est indiqué 0 parce qu'on n'a pas fait de comité directement lié à ça, bien que dans le budgétaire, on a énormément de discussions qui ont porté sur les rapports dans le budgétaire qui vont pouvoir être pertinents pour ce morceau-là de développement. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on est en train de regarder aussi d'autres, par accident, si on veut, là, sans que ce soit ce qui était prévu. On a mis la main sur, on s'est fait présenter finalement des outils qui existent qui pourraient peut-être être pertinents. C'était encore extrêmement embryonnaire. Fait que ça a quand même avancé, même si c'est indiqué 0 parce qu'il n'y a pas eu nécessairement de comité spécifique là-dessus, ni de cahier de charge de rédigé. La refonte d'AgriTelWeb, plateforme recueil de BD, c'est à peu près 15 Il y a eu un début de réflexion qui avait été fait, et je voudrais que ça aussi, ce qu'on s'est fait présenter pourrait être pertinent pour ce
ce mandat-là aussi. Donc, ça va être début des travaux finalement, plus début 2022, mais on va vraiment faire les travaux pour ces deux éléments-là en 2022. Révision de la méthode de facturation via Agritel, il est à 0. C'est prévu en décembre à l'agenda qu'on s'y penche. Il est en jaune parce que on espère être capable de proposer quelque chose pour avant Noël. Dans le pire des cas, ça va être en janvier, là, ça va être présenté, puis c'est sûr qu'il faut présenter ça pour son administration aussi. Dans l'orientation conseil, la question d'outils développés, il est à 0, mais il est vert. On n'a pas eu de demande à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que cet élément-là, c'est une chose qu'on se réserve dans notre planification stratégique comme option, mais il n'a pas été utilisé en ce moment. Il y a des questions sur le suivi du plan d'action. Thumbs up de Guillaume, merci beaucoup. Je vais vous présenter peut-être juste tout de suite les autres mandats que je vous parlais tantôt majeurs qui n'avaient pas été prévus au moment où on a fait la rédaction du plan d'action qui a été présenté. Le plan d'agriculture durable, on n'était pas au courant de l'ampleur, je vais dire ampleur / popularité que VIA et le réseau auraient dans ce plan-là. On est finalement impliqué au niveau de RQRAD, on est impliqué au niveau de formation. Il y a des relances qui ont été faites encore récemment. On a travaillé sur ce mandat-là en début d'année. En début d'année, je vous dirais jusqu'à l'été. Puis finalement, ça avait été mis de côté, puis ça a été relancé la semaine passée. Donc, ça va revenir dans les mandats actifs. Le projet de formation Agri-Climat VIA, donc on a un projet de déposer une formation, un plan de formation assez étoffé avec Agri-Climat qui c'est en cours actuellement de rédaction, le projet, pour être déposé sur un volet du CPMT pour aller chercher la subvention pour le faire développer. Et ça pourrait, comme les autres projets du CPMT dont je vais parler tantôt, ça pourrait inclure du salaire des participants dans ces formations. On a eu le projet volet 3 dans la chèvre laitière qui est autorisé. Donc, j'en profite en même temps pour vous dire qu'on a été reconnus finalement comme dispensateur autorisé au volet 3 du programme Service Conseil. On est à la dernière année, c'est sûr qu'on espère beaucoup demeurer dans cette liste-là pour je ne sais pas quelle forme ça prendra dans le prochain PSC, mais qu'on puisse continuer à déposer des projets dans ce volet-là spécifique. Le projet chèvre laitière se termine en mars 2023, il est en cours actuellement. On a été aussi impliqué au niveau du fonds d'investissement maraîcher. On est partenaire de la création de la Chambre de coordination et de développement. Le vote a lieu d'ailleurs dans 2 semaines, de mes vendredis dans 2 semaines, si encore ma mémoire est bonne. Donc, on est partenaire de ce projet-là. On est administrateur aussi de cette Chambre de coordination-là qui a été créée. Le projet au Sénégal, c'est un projet qui avait été déposé en 2019. Début 2020 même plus. Puis avant la COVID, donc c'est sûr que ça avait été déplacé, mis sur la glace au niveau des missions. Ça a débloqué, donc on a fait une mission, Hélène et moi, il y a 1 mois, de 2 semaines au Sénégal. Il y en a d'autres de prévus en 2023 et début 2020. La réflexion sur la tarification membre de 27 $ qui a aussi été ajoutée, là, qui n'était pas nécessairement sur la planche à ce moment-là, dans toute sa refonte, incluant entre autres de la tarification de c'est les autres mandats qui n'étaient pas prévus aussi, qui ont mis un petit effet début sur ces effets. J'irai avec les suivis budget. Toujours pas de questions? Ça va? Au niveau du suivi de budget, il y avait une demande, l'année passée, on en avait parlé, mais l'autre année d'avant, on avait eu la demande d'avoir le réalisé le 30 septembre, mais un projeté aussi le 31 décembre. Donc, vous avez les 3 colonnes. La colonne de droite, c'est le budget qui avait été initialement prévu. Donc, au niveau des cotisations, on est en lien avec ce qui avait été prévu. Instance et représentation, je vous rappelle que c'est le congrès. Là, nos administrateurs ne payent pas pour siéger. C'est intéressant, mais ce n'est pas le cas. C'est plutôt l'inverse. Donc, instance et représentation, c'est racheter le congrès que ça implique. Services aux organisations, ça inclut, entre autres, les références au CRAC, référence économique du CRAC qu'on vous refacture. Ça inclut le frais administratif pour l'assurance collective. Principalement, c'est ces 2 éléments-là. Oui, c'est ça. Puis, oui, c'est ça. Le service d'assurance, c'est ça. J'ai oublié quelque chose.
Ensuite, au niveau des projets, ce qui est inclus là-dedans, on a eu plusieurs projets, mais ça inclut principalement les subventions sur les projets qu'on a faits, donc qui représentent quand même un montant important. Et tous les, quand on regarde le projet, évidemment, là, la grosse différence entre les deux, c'est les 100 vaches, qui actuellement ne sont pas nécessairement comptabilisées au 30 septembre, mais qui le sont au 31 décembre, pour lesquelles on a quand même une idée assez relativement précise de vers où on s'en va, là, activité qui aura lieu en début décembre. On le rementionne à la fin du moment. Le prochain poste au niveau des formations, encore une fois, beaucoup de subventions qu'on a réussi à aller chercher avec le CPMT. Puis les formations qui ont eu lieu aussi là, il y a 2 semaines, qui n'étaient pas comptabilisées au 30 septembre, mais qui est dans la projection. Études informatiques, il reste des éléments mensuels à facturer, les 42. Puis Agritel Web aussi, qu'on facture une fois par année, qui est faite à la fin de l'année. Les assurances, ça suit son cours, évidemment, puis les intérêts autoproduits, ça suit son cours. Donc, on avait budgété un revenu de 2 042 000, puis on projette un revenu de 2 112 000 en date d'aujourd'hui, pour le 31 décembre. Au niveau des dépenses, salaires et avantages sociaux, on va être relativement dedans, un peu moins, entre autres parce qu'on avait prévu l'embauche de la remplaçante de Ginette plus tôt dans l'année. Il y a des discussions qui suivent leur cours, mais il n'y a rien de complété aujourd'hui. Au niveau des honoraires, c'est principalement au niveau du comptable et des honoraires juridiques. Entre autres, BL64, on pourra en reparler dans les régions. Instance et représentation, c'est principalement le congrès, ça aussi. Et les conseils d'administration, bien évidemment, les comités d'experts qui sont aussi comptabilisés pour la dépense dans ce poste-là. Les services aux organisations, ici, on a les références économiques du CRAC. Tantôt, on a vu le revenu. C'est la dépense qui nous est facturée par le CRAC, entre autres. Il y a aussi des petites affaires comme des publications là, pour les affichages de poste. Il y a des avantages à le faire avec nous. Là. Vous avez un rabais de volume avec nous, entre autres pour l'OAQ puis la TCN. Ça, c'est du NNA. D'un côté, on a l'entrée, de l'autre côté, on a la refacturation. Au niveau des projets, principalement, c'est les 100 vaches. Il y en a d'autres par contre, là, mais le plus gros, le plus représentatif, c'est là, je dis encore 100 vaches, je m'en excuse. C'est la rencontre des grands troupeaux. Changement de nom cette année. Je suis en reprogrammation et visiblement, je vais devoir continuer à travailler ma reprogrammation mentale pour utiliser le bon mot. Au niveau des formations, c'est les formations d'automne qui ont eu lieu encore une fois la semaine, il y a 2 semaines. On a la dépense qui se retrouve ici. Dans les outils, c'est principalement le montant qu'on doit payer à la CSC pour Solstice, montant qui vous est facturé à tous les mois, 8 fois par année, là, les 8 mois de mai à décembre. Les revenus étaient tantôt dans les revenus d'informatique, la dépense est ici. Ça représente environ 130 000 La balance, c'est surtout les frais de fonctionnement des logiciels et les consultants. Frais de bureau, on est dans l'objectif, il y a un petit peu plus que prévu. Publicité et promotion, on est dedans. Il y a eu entre autres, il n'est pas là-dedans, il est dans les projets. C'est vraiment au niveau des promotions. Je peux aller chercher des détails si vous voulez. Au niveau des assurances, ça suit son cours, c'est la même chose que tantôt. Intérêt, puis je vous rappelle toujours que l'écart entre le revenu d'assurance et la dépense, c'est les assurances de vie. C'est la seule différence. Intérêts et autres dépenses, c'est les intérêts qu'on paye sur nos emprunts. Puis l'amortissement, c'est le logiciel informatique. On n'a pas plus d'amortissement sur les biens de VIA, c'est totalement amorti, il reste juste de vos logiciels. Donc, pour un total prévu au budget de 2 215 000, puis un projeté de 2 239 000, on arrive à une perte de 127 410, le budget anticipé une perte de 173 000. Il y a une question, Patricia. Oui, au niveau des outils informatiques, pourquoi les dépenses ont été moins élevées que prévues? Est-ce que c'est une question de Solstice ou les autres outils? Il y avait un vieil écart qui traîne, là, qui nous dans Solstice, qui nous permet encore de. Il faut voir qu'on le passe un moment donné quelque part, là. Mais on a 10-12 000 de mémoire là, qui traînent d'une estimation qui avait été faite au début parce qu'on allait sur base d'estimation. Maintenant, il va sur la base de la déclaration pour soit vraiment. Là. Fait qu'il n'y a plus d'écart maintenant, mais il y en avait un avant. Sinon, il faudrait que je leur vérifie. Je peux te répondre au courant de l'avant-midi pour l'écart avec le budget. Ben, je peux les. Ça va prendre 2 secondes.
Puis juste vous mentionner, il y avait des petites questions dans le chat. Ah, puis ah. Je vois pas. Non, je vois pas. Projet Sénégal, ben, en fait, ça a été mentionné, là, c'était un projet qu'on avait avec UPADI, qui est financé par le Fonds vert, qui est un projet de venir accompagner les producteurs sénégalais dans la pérennisation de la mise en place des clubs en santé des sols. Hélène et moi, on intervient au niveau organisationnel. Donc, c'est vraiment comment développer un service conseil, comment financer le service conseil. On s'est rendu compte finalement à la mission 1 qu'il y a un besoin aussi au niveau règles de gouvernance pour les organisations. Les clubs conseils sont en place déjà depuis plusieurs années, mais ils étaient financés par un projet du PADI qui va prendre fin d'ici 2 ans. Notre rapport est de venir les aider à pérenniser ce service-là, qui soit plus indépendant des subventions du PADI. Si vous voulez plus de détails, je peux vous en donner aussi. C'est super intéressant. Et voilà. Ouais. En gros, c'est plein de petits écarts qui font la différence, là, mais c'est pas j'étais à 210 000 versus 248 000. Il y a CSC qui est un écart de à peu près ça, 10 000. L'autre 10 000, là, c'est plusieurs postes. C'est une compilation de postes. En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a moins de personnes qui utilisent Solstice? Non. C'est pour ça. Non. C'est comme, je vais en parler plus tard, mais est-ce que, dans le fond, là-dedans, est-ce qu'il y a le développement du bioferti ou du bioferti complètement ailleurs? Oui, le développement est complètement ailleurs parce qu'il est capitalisé. Donc, il passe au bilan, il ne passe pas à la dépense. La seule chose qui passe à la dépense, c'est les améliorations continues, puis tout ce qui est maintenance et hébergement. C'est là qu'il faut faire un travail. On en reparle aussi cet après-midi là, à ceux qui assistent à la consultation sur l'investissement de Bioferti. Mais avant, on avait, pour cette année-là, en tout cas pour 2021, on avait un montant fixe pour le maintenance et hébergement. Puis le développement était ce qu'on appelle en temps matériel. Depuis 2022, tout sauf l'hébergement est en temps matériel, que ce soit la maintenance que le développement. C'est sûr qu'il y a un fractionnement à faire à ce niveau-là. Mais tout ce qui est développement de nouveaux modules et tout ça, ça passe. C'est capitalisé. C'est un investissement qui est fait sur le logiciel. Les comités liés au développement aussi sont capitalisés. Fait que toute dépense qui découle du fait de faire du développement nouveau dans le logiciel, c'est capitalisé. Il y avait d'autres questions au niveau du budget? Ça va? Les collaborations au projet, il y en a certains qu'on a mentionnés tantôt dans le suivi au plan d'action, mais on va les regarder ensemble. Les webinaires qui ont été faits en 2022, donc on avait, pas nécessairement tous les lire, là, mais peut-être préciser un peu pour certains. Fertilisant, c'est un webinaire qui a lieu en début d'année depuis 2 ans, si c'est pas 3, mais je crois que c'est 2. Où l'industrie finalement est invitée à venir présenter leurs produits pour le bénéfice des conseillers. Donc, il y a eu 99 participants. Le webinaire sur le RFI, celui-là, en mars, avait été présenté par Cain Lamar. Il y avait 132 participants. On était vraiment au niveau réglementaire, là, donc compréhension de la loi, plus que dans son application. Le départage d'outils 5 avril, il y avait 40 participants. C'est une rencontre qui avait été organisée par le comité services techniques, dans laquelle on a eu la présentation de 2 outils possibles pour faire le suivi des dépistages qui sont faits et les prescriptions au niveau des pesticides. Puis c'est deux logiciels qui sont utilisés actuellement plus dans les productions dans la vigne, entre autres, et le deuxième, on pourrait avoir de confirmation, mais ce n'est pas nécessairement dans les grandes cultures. Il y a des discussions actuellement pour voir s'il y a des outils qui seraient possibles en grande culture. C'est encore trop embryonnaire pour vous en parler aujourd'hui, mais on va vous revenir bientôt. On est en train de voir s'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous là, pour l'intégration de champ. Ensuite, il y a eu la convention d'actionnaire le 16 juin, un webinaire encore donné par Cain Lamar. Il y avait 54 participants. CPTAQ, Cain Lamar le 20 septembre, 102 participants. La fiducie d'utilité sociale le 18 octobre, ça a été présenté par
le directeur des deux fiducies actuellement en activité au Québec. Les deux principales, l'OREM et la fiducie avec le fonds d'action. L'harmonisation des transactions qui a eu lieu la semaine passée avec 28 participants. On a la semaine prochaine, cette semaine, le marché des grains qui va être le 11. Puis les nouveautés de SIGA Evo. Donc, ceux qui sont appelés à utiliser SIGA Evo, il va y avoir une présentation faite par SIGA là, pour vous présenter les nouveautés qu'il y a à l'intérieur. Donc, on est vraiment dans la partie financière. Pour les formations qui ont été faites cette année et qui sont à venir, fatigue de compassion, elle a été donnée en web le 13 janvier, on avait 20 participants. C'est une formation qui était présentée à la demande des conseillères en transfert et relations humaines. Fiscalité avancée qui a été faite en présentiel au mois de mai, 34 participants. On a fait les pépinières dont on parlait tantôt. Il y a eu 17 personnes présentes en gestion qui provenaient de 7 groupes différents. Puis on avait 14 personnes présentes en agro qui venaient de 12 clubs différents pour la partie des pépinières de printemps. Harcèlement au travail, elle a été donnée en web le 3 juin, il y avait 32 personnes. Les pépinières de formation d'automne, ceux-là, étaient donnés en septembre. Cette année, on avait fait 2 jours. Probablement qu'on va revenir à la forme de 3 jours. Il y a du matériel qui est encore à présenter. Ça va être à voir sur la mouture 2023. On avait 9 personnes présentes en gestion qui provenaient de 4 groupes et 13 en agro qui provenaient de 9 clubs. Ensuite, on a la convention d'actionnaires qui était en présentiel les 7 et 8 septembre. On avait 9 personnes en gestion. Non, le 25 octobre, il y avait 29 personnes. Ça, en fait, là, on est dans les formations annuelles qui ont eu il y a 2 semaines. Donc, il y avait convention d'actionnaires, traitement des payes et TET qui se voulaient pas exclusivement, mais qui avait été proposé pour intéresser, entre autres, les techniciens en gestion. Alimentation des troupeaux laitiers, changement climatique et relations avec les clients. Vous avez les participations, mais c'est tout dans le cadre des formations annuelles qui ont été données à Sainte-Catherine, à Jean-Cartier, à la station touristique de Chine. Ensuite, il y a eu le 9 novembre, politique de gestion ce qui s'en vient, politique de gestion des ressources humaines, le 9 novembre, qui est demain. Ça, c'est 3 formations qui sont données par Cynthia et moi. Celle de demain, c'est principalement Cynthia, vous l'aurez compris. Puis les 2 autres ont fait en collaboration. Donc, politique salariale révisée pour le 18 novembre, puis l'évaluation de rendement pour le 28 novembre. Les inscriptions à ces formations-là sont disponibles sur le site web de VIA. Ça complète ce que je voulais dire à ce niveau-là. Un élément qu'on a parlé tantôt quand même rapidement, c'est la commission des partenaires du marché du travail, la CPMT. C'est une organisation qui supporte le développement de formation, entre autres pour dans notre cas pour des conseillers, pour des employés d'organisation. On a été reconnu comme promoteur collectif l'année dernière, encore une fois de mémoire. Ça donne des subventions pour le développement de formation et ça a l'intérêt ou la plus-value de aussi supporter les frais de participation des gens qui suivent la formation. Donc, frais de développement et de diffusion des présentations qui sont en partie, il y a une partie qui est à 100%, une partie qui est à 75%. Puis, au niveau des salaires des participants, le programme prend en charge 50% du salaire des employés jusqu'à maximum 25 $ de l'heure. Donc, c'est quand même intéressant. Ça couvre une bonne partie du salaire. Puis, ça couvre aussi les frais de déplacement à 50%. Il y a des frais d'hébergement aussi quand c'est sur plusieurs jours qui sont aussi pris à 50%. Donc, là, soyez pas surpris. La seule chose qui est un peu plate dans ce projet-là, dans ce programme de subvention-là, c'est que c'est très, très, très long à avoir une réponse. Avec les formations d'il y a 2 semaines, on a envoyé la demande en début juin. Puis la dernière réponse qu'on a eue, c'est le matin de la formation qui est là il y a 2 semaines. C'est vraiment long. C'est sûr que nous, l'objectif, c'est de le plus possible d'avancer ces demandes-là pour être capable d'avoir la réponse d'avance pour pouvoir vous en aviser. C'est sûr que de savoir que 50% du salaire de déplacement, de l'hébergement, des ressources qui pourraient être prises en charge par ce programme-là, bien, ça peut influencer à inscrire des gens à des formations. Ça supporte du moins une partie de cette dépense-là, donc on trouve ça intéressant, mais on est contraint. Fait que c'est vraiment pas évidemment, par désintéressements, ça c'est sûr, mais
Mais on est vraiment d'avance, c'est quand même très long. On est en train de voir une mécanique pour essayer d'être encore plus d'avance, pour pouvoir vous aviser à l'avance aussi de ça. Et puis, je pense, entre autres, aux gens qui sont dans des régions un peu plus éloignées, mais 50% du déplacement et de l'hébergement, là, ça ferait probablement une autre différence. Fait qu'on essaie d'avoir le plus rapidement possible ces réponses-là, puis on y travaille pour la prochaine année. C'est aussi pour ça, des fois, qu'on vous demande de signer dans les formations. C'est pour ça aussi qu'on peut demander à vos organisations de nous fournir les talons de paye. On est obligé de fournir au CPMT les talons de paye pour prouver le salaire, pour que les autres fassent le 50 maximum 25 et le versent. On a toujours un certain malaise là, de faire cette demande-là. Vous êtes libre de ne pas le faire si vous ne voulez pas. C'est sûr que nous, on ne peut pas aller chercher le 50 du salaire si on ne l'a pas. C'est bien dommage. Et soyez assurés que toutes ces informations-là sont gardées confidentiellement. On ne circule pas, bien évidemment. Et c'est pour ça qu'on vous le demande. Ce n'est pas par curiosité. Là, puis on s'en passerait bien, honnêtement, de courir après les talons de paye. C'est un programme qui, au moment du dépôt, est très, très simple, qui est très long à avoir une réponse. Au moment de la réédition de compte, c'est extrêmement lourd. C'est sûr que quand on arrive à l'étape de vous demander ces relevés de paye-là ou les confirmations d'hébergement, les déplacements, puis tout ça, on vous demanderait votre collaboration parce que je pense que c'est quand même un véhicule ou un programme qui est intéressant pour vous, mais c'est très lourd de notre côté. Votre collaboration serait vraiment appréciée pour nous acheminer les documents le plus rapidement possible, qu'on puisse continuer à en faire de ces projets-là sans que ça devienne à un moment donné un personnel pour VIA là, de courir après ça. C'est le seul élément, je voulais vous en parler à ce niveau-là. Des fois, s'il y a des projets de formation plus costauds qu'on aimerait mettre en place et qu'on ne s'est pas permis à date parce que justement, là, le coût qui venait avec était trop élevé, bien, contactez-nous, proposez-nous-les, puis on pourra s'y pencher aussi en même temps. C'est d'ailleurs dans le cadre de. C'est pas exactement le même volet là, pour la formation changement climatique qu'on est en train de regarder avec Agri-Climat, mais c'est dans le cadre du CPMT, donc ça se passe à ce niveau-là. Puis on a aussi, dans le cadre du CPMT, déposé une demande de subvention pour la promotion de la profession CAPEL. Donc, c'est aussi ce bailleur de fonds-là qui subventionnerait les vidéos promotionnelles qu'on est en train de monter. On a commencé en début d'année, puis on a fait beaucoup de captations cet été. Là. On a fait une demande à ce niveau-là, mais on n'a pas encore de confirmation. Donc, possible qu'il y ait encore du boulot qui se fasse en 2023 si on a une réponse à ça. C'est quelque chose de beaucoup plus complet. Pour le moment, le développement est à la charge de VIA. C'était dans les priorités de VIA de promouvoir vos services. Mais si jamais on est capable d'aller chercher promotion de la profession par le CPMT, à ce moment-là, on va pouvoir aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire là, juste avec la vidéo. Je poursuis. Les projets 2022, il y a eu le profil de poste pour les conseillers en agro-environnement. Je vous en ai parlé un petit peu tantôt dans le plan d'action. Actuellement, on a le profil de poste pour les conseillers en agro-environnement. Il est en test par 7 clubs groupes. Le profil de poste, celui agronome, parce qu'on s'est rendu compte en faisant le profil de poste conseiller en agro-environnement qu'on n'a pas 2 profils, on en a 3. On n'a pas seulement le conseiller en agro-environnement ou le technicien en agro-environnement. On a le technicien, on a le conseiller agronome, puis on a le technicien conseiller en agro-environnement. Chose qu'on n'avait pas nécessairement anticipé au moment où on a pris la décision de faire ces profils de poste-là. Ça a travaillé beaucoup près du comité à voir comment ça pouvait être adressé de façon cohérente pour que tout le monde s'y retrouve et soit capable de suivre le développement de compétences attendues pour chacun de ces postes-là. Puis finalement, ça c'est conclu pour être 3 profils de postes différents. Fait que pour celui conseiller en agro-environnement agronome, c'est celui-là qui est en phase de test, il est terminé, est en phase de test auprès de cette club. Le 9 décembre, il va y avoir une réunion pour recueillir les commentaires et discuter d'expérience auprès des testeurs. Ça va être diffusé par la suite. Le profil de poste pour technicien conseiller et technicien. Le document est complété, va être transmis au CRT pour approbation. S'il n'a pas déjà été fait, il faudrait que je confirme avec Cynthia, mais on en a parlé justement à notre rencontre du CRT la semaine passée. Puis celui-là, il n'y aura probablement pas de phase de test prévue, considérant que c'est la même structure que celui pour les conseillers en agronome. Puis il va y avoir un webinaire en janvier 2023 pour officialiser les documents et vous les présenter vraiment là, sur comment les utiliser dans votre organisation. Ça, c'est pour les profils de poste en agro-environnement.
Il y a une subvention qui avait été demandée là-dessus pour l'emploi Québec. La subvention ne couvrira pas tout, évidemment, parce qu'on n'avait pas prévu autant de profils de poste, mais une fois dedans, c'était pertinent de faire. On est allé quand même au bout de ce projet. L'analyse comparative des formules de groupe 2021, c'est en cours. On a 15 organisations qui participent cette année pour, mais pour benchmarker les organisations entre elles. Ça devrait, je sais qu'on travaillait là-dessus la semaine passée, là, notre collègue Éric et Hélène travaillaient là-dessus. Donc, ça devrait sortir dans les semaines à venir, là, le temps de finaliser ça. On va être en train de regarder aussi pour avoir un outil dynamique là, pour livrer les résultats de ça de façon un peu plus dynamique que la version initiale. Le prochain projet, Fermier pour le changement climatique, on va vous en reparler plus en détail. On va regarder pour organiser un webinaire avec vous. C'est un projet qui nous est arrivé un peu drôlement. C'est pas canadien, c'est des gens c'est des fonds privés, en fait, de gens qui veulent investir ou faire des dons, finalement, pour faire progresser l'intégration de pratiques agro-environnementales au niveau des entreprises agricoles. C'est à travers, comme je disais, le Canada. Il n'y a pas de fonds publics là-dedans. Il n'y a aucun gouvernement impliqué à ce niveau-là. C'est vraiment je cherchais le mot ce matin, je l'ai trouvé, là, il me rééchappe, là, mais des donateurs privés qui veulent travailler là-dessus. Le projet pan-canadien, la forme qu'il a, c'est d'avoir de l'apprentissage de producteurs pour les pratiques agro-environnementales, axé principalement sur 3 volets, donc la gestion de l'azote, les cultures de couverture et la gestion des prairies. Pour le Québec, ça va être la gestion des prairies va être faite par une autre organisation. Les 2 autres, ça va être administré par VIA. L'objectif derrière ça, c'était qu'il y ait vraiment une intégration de pratiques et une intégration de compréhension de compétences au niveau du producteur. Les autres régions le font producteur par un producteur pour un producteur. Puis au Québec, considérant la qualité du réseau qu'on avait, ils ont accepté d'y aller par l'entremise des conseillers. Donc, ça va être des apprentissages, soit par le producteur qui fait une lecture de certains éléments, il va y avoir un volet de mentorat. Ça va être au choix, évidemment, des conseillers mentors. Puis, il va y avoir un volet collectif. Ça peut être une activité au développement de producteurs, par exemple. Il peut y avoir quelques heures combinées à ça de mentorat au niveau d'intégration des pratiques, puis il peut y avoir de la documentation que le producteur va lire de son côté. Il y a des compensations financières pour ça, puis on va s'en reparler. C'est vraiment un programme qui est complètement à part. Puis c'est quand même un montant intéressant. Par contre, en toute transparence, on est en train de regarder avec le bailleur de fonds pour revoir la répartition des montants. Il y avait un montant qui était prévu en rétribution au niveau des mentors, puis un montant d'administration. On considère que le montant d'administration est plus élevé que les besoins. On va demander une confirmation au niveau du bailleur si on peut rediriger de l'argent qui était destiné à VIA comme administrateur pour aller vers les mentors qui seront les conseillers en agro-environnement. Donc, on va vous revenir là-dessus. On va faire vraiment une présentation pour vous donner plus de détails. C'est vraiment embryonnaire aujourd'hui. Puis, il y a des choses qui s'attachent encore. Il y a une rencontre prévue encore demain pour avoir des dernières réponses. Patricia, tu avais levé la main, puis je pense qu'elle est encore levée. Vas-y. Oui. Donc là, je suis un peu mêlée, là. C'est pas AgriSolutions, là. C'est pas le programme avec l'UPA, là. C'est d'autres choses. D'autres choses. OK. Ouais. Puis, c'est sûr que je ne cacherai pas là, que ce qui se fait dans ce programme-là, là, ce qu'ils veulent financer, c'est des choses que vous faites déjà. Ils veulent vous financer pour des choses que vous faites déjà. Que vous avez la pratique de faire avec vos producteurs. Fait que c'est très intéressant. On va faire une rencontre avec tous les conseillers, puis on va faire un appel aux conseillers intéressés. Les fonds ne sont pas illimités, on ne le cachera pas. Mais là, en réattribuant des fonds d'administration vers des compensations aux mentors, on va être capable d'en faire plus avec la même enveloppe, ce qui est l'objectif. Là, quand on dit mentor, j'ai bien compris, c'est les producteurs qui sont mentors. Non, ça serait les conseillers dans notre cas. Ailleurs, dans le Canada, c'est le producteur qui est mentor pour un autre producteur. Mais au Québec, considérant que vous êtes super, ils sont un peu jaloux, je vous dirais, là, de comment ça fonctionne au Québec. Là. Ils nous disent assez souvent, là, ils
voit bien que le plus efficace, c'est de passer, d'avoir des conseillers qui sont mentors, puis de passer aussi par des co-développements de producteurs. Fait que l'aspect producteur à producteur passerait par le co-développement. Le mentorat passerait par les conseillers. C'est sûr qu'à la lecture du producteur chez eux, là, mais ça serait comme une autre sorte de cohorte, maintenant. De cohorte. Ben, on va s'en reparler pour avoir les détails, parce que il y a des réponses qui viennent demain, fait que je ne veux pas trop me commettre, puis après ça, avoir à revenir, mais ça ressemble beaucoup à ce que vous faites, mais c'est une nouvelle source. D'accord, merci. C'est à toi. Sénégal, ça faisait tour pour... oui, Éric Lapierre. Oui, excuse. C'est quoi l'objectif de ce mystérieux donateur-là? C'est vraiment le désir qu'il y ait plus de pratiques vertes sur les entreprises. C'est purement... j'avais la même interrogation, là, puis l'information qu'on est capable d'avoir, c'est ça. C'est que c'est vraiment par conviction que l'argent est versé. Puis les autres régions, les autres provinces, considérant qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'accompagnement au niveau des producteurs à la pièce 1 à 1, là, comme on a au Québec, c'était une des raisons pour qu'ils mettent ça en place. Puis ils veulent absolument que le projet soit pan-canadien. Donc, ils incluent quand même le Québec, même si on a une structure qui est déjà là. Ils sont très flexibles au niveau aussi du fonctionnement. Il faut juste leur expliquer comment on fonctionne, puis sont prêts à s'adapter beaucoup là, à la réalité régionale, pas régionale, mais provinciale. Mais tu es d'accord avec moi qu'il t'est venu certaines questions d'éthique quand tu as vu ça passer? Bien, question d'éthique, dans l'optique où ils subventionnent des réflexions sur les pratiques. La question s'est posée, mais je trouve qu'elle s'est vite répondue dans l'optique où tout ce qu'il veut, c'est savoir s'il y a des producteurs qui ont été rejoints et qui ont embarqué. La seule réduction de compte jusqu'à maintenant, puis c'est ce qui reste à confirmer demain dans le détail, c'est de savoir combien de producteurs ont embarqué puis combien de producteurs ont assisté à des co-développements ou du mentorat. C'est vraiment... OK. Ben, en tout cas, c'est un geste qui l'honore, là, le mystérieux donateur, là, mais il vient j'ai comme des petits doutes, là, je ne sais pas, il me semble que c'est trop beau pour être vrai. Du moins, je me dis sûrement qu'il le fait pour... c'est sûr qu'il y a des raisons personnelles là, derrière ça. Tu sais, c'est-tu une histoire de, je ne sais pas, moi, de crédit de carbone, de crédit d'impôt? Non. Ben, crédit d'impôt, probablement qu'en donnant, oui, là, c'est possible, là. Mais il n'y a pas la personne qui est derrière, puis il n'y a rien à voir avec ni l'industrie, ni le crédit carbone, ni les intrants. C'est vraiment ça veut dire quelqu'un qui a trop d'argent. OK. On ne devient pas un laboratoire vivant par la bande, là, sans qu'on le sache. OK. Non. Non, okay. Puis en tout cas, du moins, ce qu'on a comme information, la réduction de compte qu'ils demandent ne permettrait pas d'aller rechercher ça nécessairement. Puis en plus, ils développent du matériel qui va être rendu disponible aux conseillers. Il y a une interface qui va être possible d'aller consulter autant pour le producteur que pour le conseiller pour aller chercher l'information. C'est très dynamique. Ça semble tout de bonne foi. C'est sûr que c'est un peu surprenant pour nous autres là, quand on voit, il y a des groupes de citoyens qui sont prêts à subventionner pour des choses qu'on fait déjà. Par contre, c'est pan-canadien. Puis au Canada, au Québec, on est à peu près les seuls là, à avoir des structures comme on a, puis à avoir autant d'actions en agro-environnement. Pour nous autres, ça nous apparaît incroyable. Par contre, si on essaie de se projeter dans les autres provinces où ça en fait beaucoup moins, là c'est un petit peu plus plausible. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à investir là, pour qu'il se fasse quelque chose là, au niveau des changements climatiques? Je m'excuse de la question. C'est mon côté païen, on dirait qu'il a repris le dessus. Non, mais c'est correct aussi de la poser parce que sinon, c'est comme l'éléphant dans la pièce qu'on n'adresserait pas. Là. La question est super pertinente. Pour la question dans le chat, c'est qui le donateur? Je ne crois pas qu'on a le droit de le divulguer. Fait que je vais le valider avant de le divulguer. Là, mais c'est un peu comme Alus, mettons? C'est un peu le même principe? Ça revient un peu au même, mais ça n'implique pas de consacrer des terres. Là. C'est vraiment plus dans l'approche. On pense que si les producteurs sont mieux accompagnés et mieux connaissent mieux, disons, les éléments pour mettre en application ces pratiques-là, ils vont le faire plus. Puis, considérant qu'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup d'accompagnement, bien, c'est là où nous, dans notre tête, ça clash, mais ailleurs,
c'est comme tout nouveau, là. Puis c'est une nouvelle approche, puis ils sont bien contents. Puis j'ai l'impression que là-dedans, il y a quand même aussi une volonté de répliquer un peu le modèle d'ici. C'est pas c'est pas dans l'objectif du programme en soi, mais les gens qui le mettent en application, ils aiment bien le concept ici, puis on voit qu'ils veulent essayer de répliquer ou de contaminer un peu les autres provinces dans ce sens-là, ce qui nous enlève absolument rien. Là, donc, c'est pas négatif pour nous. Mais je pense que pour eux, c'est quand même d'avoir comme ils nous considèrent un peu comme les pionniers là-dedans. Là, fait que, pas nous via d'autres, évidemment. Mais cette approche-là, qu'elle soit. Dernière petite question rapide, j'ai-tu le droit? Oui. Ça va-tu venir rentrer en contradiction, exemple, à mettons, des rétributions qu'on a déjà pour un service, pas un service, pour une action X, fait qu'on va se ramasser à avoir de l'argent qui vient, je dis on comme si j'étais dans la patente, là, je m'excuse, là. Il y a des gens je vais dire des gens, OK? Il va y avoir des gens qui vont avoir de l'argent pour une action qui va venir de deux côtés. Fait que ça se peut-tu qu'il y ait un côté qui lève la main à un moment donné? C'est des fonds privés. C'est sûr que ce n'est pas du double subventionnement de l'État. Il n'y a aucun fonds public là-dedans. C'est du fonds privé. Reste à voir comment ça va se concrétiser. Ça aussi, c'est à clarifier. Là. OK, merci. C'est du blanchiment d'argent. Non. C'est pas moi qui l'a dit, je tiens à préciser. C'est pas Eric du tout qui l'a écrit en texto à Patricia. Se demande si c'est ça. Oui, c'est ça. Je ferme mon micro. Merci. Merci pour les questions. Comme je vous dis, on va avoir vraiment plus d'informations, mais soyez à l'affût, il va y avoir une rencontre, un webinaire qu'on va faire pour vous transmettre ces informations-là. Donc, soyez à l'affût de ça, ça peut être super intéressant. Projet Sénégal, j'en ai parlé tantôt, puis je suis revenue là, avec la question qu'il y a eu dans le chat, donc je pense que ça fait le tour pour le moment. Soit dit en passant aussi par rapport à UPA-DI, c'est déjà qu'on a des intérêts à faire des missions en coopération internationale. Il y a des ouvertures à ce niveau-là. Éventuellement, on voudrait organiser une petite rencontre d'information avec UPA-DI. Chez nous, ça déborde de tout bord, de côté, et c'est peu dire. Mais quand on va avoir un semblant d'accalmie, on a l'intention d'organiser une petite rencontre d'information avec eux. Fait que si ça vous intéresse, ça aussi, on vous invitera à une rencontre d'information. Puis si ça vous tente, il y a des besoins, il y a vraiment tellement de domaines d'expertise que vous pourriez trouver votre compte sans aucun. Le prochain projet, c'est Sentinelle UPA, mais en fait, c'est, je ne le dis pas comme il faut, agri-solutions. Le programme que Patricia parlait là, au niveau qui a été fait en partenariat avec l'UPA, les producteurs de grains du Québec et Agri-Climat. On n'est pas partenaire, mais on soutient le projet, en fait. Là. On n'est pas dans les trois qui ont monté le projet, mais on le soutient. Il y a des choses aussi qui s'en viennent là-dessus. Il y avait 3 volets à ce programme-là. Il y avait un volet Agri-Climat avec l'objectif de faire 100 diagnostics sur les fermes au niveau des changements climatiques. Il y a un volet au niveau des cultures de couverture, puis il y avait un volet au niveau d'optimisation de l'azote. Vous les connaissez bien. Si vous avez des questions, on peut vous référer, entre autres, à la personne chez PGQ et à l'UPA là, qui s'en occupe. Pour la partie Agri-Climat, c'est évidemment... La partie changement climatique, c'est évidemment Agri-Climat qui est partenaire du projet là, avec Sarah et son équipe. Au niveau de la promotion des professions, j'en ai parlé un petit peu tantôt. C'est actuellement une demande qui est en analyse au CPMT pour promouvoir le travail de conseiller d'agronome conseiller, que ce soit en gestion ou en agro-environnement ou en service technique. C'est accès agronome, c'est sûr qu'on peut patauger dans ce bassin-là. C'est un peu plus difficile d'en sortir, mais voilà, c'est vraiment la promotion de ces métiers-là. C'est un gros projet si c'est accepté. Il y avait eu un premier dépôt. On n'avait pas été retenu, mais pour un dépôt avec modification, chose qui a été faite dans les dernières semaines. Donc, on va attendre d'avoir la réponse là-dessus. Mais le fait qu'on ait aiguillé pour redéposer, c'est quand même intéressant là, comme contexte. Il y a une question, c'est pas le rôle des universités? Oui, on peut décider d'attendre qu'ils le passent, mais considérant qu'on a une crise au niveau des ressources humaines
on a décidé d'être proactif là-dedans. Puis dans ce programme-là, il n'y a pas juste, ça touche les universités, mais ça touche aussi de la sensibilisation au niveau des autres, au niveau des autres, niveaux scolaires, là. Sensibiliser même possiblement des cégeps. Puis on aimerait aussi là-dedans sensibiliser des fois des profils de formation ou des cursus scolaires qui n'ont pas nécessairement de débouchés dans leur profession, mais qui pourraient être très intéressants. Là, je pense entre autres au niveau des biologistes, il n'y a pas nécessairement beaucoup de boulot au niveau des biologistes. Par contre, avec en ayant une reconnaissance de l'ordre des agronomes, puis en allant chercher les cours qui manquent, ça peut faire des ressources extrêmement compétentes pour travailler dans nos organisations, dans l'environnement, mais d'aller solliciter ou d'aller sensibiliser les gens qui sont dans ces cursus-là pour leur dire, écoute, il y a moyen de compléter ta formation et d'être admissible à l'ordre des agronomes et travailler dans nos organisations. Donc, c'est un peu le genre d'approche qui peut être fait. Le projet est très complexe, hein. Mais c'est le genre de choses qui pourront être faites. L'autre projet, changement climatique, j'en ai parlé aussi tantôt. C'est le projet là, de développer une formation très complète. Je vous dirais qu'à ce niveau-là, pour le projet changement climatique, vous avez sondé un peu cette année pour l'intérêt dans ce sens-là. Je ne vous cacherai pas qu'on a été surpris de la participation à la formation changement climatique qui a eu lieu il y a 2 semaines. Il y avait très peu de gens, considérant le nombre de personnes qui avaient manifesté être intéressées. On est conscient que l'enjeu sur place doit avoir un impact. Par contre, les ateliers qui étaient montés avaient été montés dans une optique de sur place. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait nécessairement virer de bord là, à ce niveau-là. Si le projet passe, il y aura probablement diffusion à nouveau de cette formation-là. C'est vraiment un programme ou c'est vraiment un processus de formation qui intègre autant de la théorie que des ateliers pratiques. Puis si ça fonctionne, on est vraiment sur une approche, une formation, je veux dire de base, mais pour asseoir les connaissances de base, une partie d'apprentissage autodidacte, mais pas autodidacte, mais avec des capsules qui sont faites, là, mais de façon autonome, en fait, asynchrone, avec des vidéos. Puis après ça, on embarquerait sur un processus avec des rencontres hebdomadaires, mensuelles, mensuelles. Pas sur toute l'année, mais sur une partie de l'année. Puis ces rencontres-là mèneraient à... Est-ce que ça coupe dans ce que vous voyez? Vous voyez toujours bien? Oui, OK, super. L'écran vient noir à l'occasion. On va continuer à modifier. Oui, l'autre est correct, la cam apprend quand même. Donc, c'est ça, ça serait quelque chose qui serait mensuel pour venir vraiment là, asseoir les compétences. C'est quand même un sujet qui est assez difficilement assimilable d'un coup. Là, fait que c'est vraiment quelque chose de progressif qui serait fait pour que les gens puissent se familiariser avec le concept et les différents éléments, puis être capable de venir à pouvoir faire l'accompagnement au niveau des producteurs. La cible, c'est vraiment de pouvoir accompagner les producteurs en conformité avec l'approche agriclimat qui a été développée. Ça inclut aussi les outils, évidemment, là, de diagnostic qui sont en développement. Fait que ça serait pour le projet changement climatique. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là pour ces projets-là. Les projets 2022. Je continue s'il y a quelque chose, n'hésitez pas, on peut revenir, il n'y a pas de problème. Maintenant, le projet qui a fait jaser, dans le moindre, Via Ferti. En 2022, ce qui a été fait, c'est les pépinières. Il y a eu les pépinières de formation qui ont couvert l'équivalent d'une journée de formation sur le logiciel. Un des gros morceaux qu'on a fait cette année, c'est la correction des lenteurs. Il y a eu vraiment un virage et un investissement majeur là, au niveau de ces lenteurs-là qui a été fait. Je vais juste vérifier, j'ai quelque chose dans le chat. La formation serait prévue pour quand? La question sur la formation, je suppose que c'est pour agriclimat. Changement climatique, si c'est bien le cas, on attend la réponse. Oui, parfait.
On attend la réponse du. En fait, la demande est en élaboration actuellement pour être déposée au CPMT. Puis c'est un volet sur lequel on n'a pas déposé, donc on n'est pas nécessairement au fait des délais de réponse. Mais l'objectif, c'est quand même faut attendre la réponse parce qu'on a dit oui avant qu'on puisse engager des dépenses à ce niveau-là. Mais l'objectif, c'est d'être prêt au moment de la réponse pour pouvoir rapidement développer et présenter les formations là-dessus. Je ne peux pas vous dire d'échéancier aujourd'hui. C'est sûr que pas avant le printemps, d'après moi. On aurait bien aimé que ça se passe à l'hiver, mais si on a une réponse rapide, on devrait être capable de se revirer de bord de notre côté. Mais je m'attends plus au printemps. Puis on va probablement faire une approche pour venir les sensibiliser un petit peu pour essayer de voir s'il y a moyen d'accélérer la demande. Si ça convient, je reviendrai sur Via Ferti. Donc, correction des lenteurs qui a été le gros chantier Via Ferti 2022. Les résultats sont là. Les testeurs, on a actuellement, cette semaine, on a 2 testeurs plus serrés qui sont dedans. La semaine prochaine, il s'en rajoute 4 ou 5. Là, 4 confirmés, je pense qu'il y en a un 5e qui va possiblement s'ajouter pour faire des tests dans la solution, je vais dire nettoyée, donc dans la solution après travaux, qui est encore sur une plateforme de test. Ce qui est prévu, c'est un déploiement en production. Parfait. On confirme que c'est bien 5 testeurs qui vont embarquer la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine. Puis, cette semaine et la semaine prochaine. Puis, le déploiement est prévu pour la semaine du 28 novembre. On s'est mis un target de 30 novembre, là, mais dans la semaine du 28, ça devrait sortir en production. C'est sûr que la date de mise en production va être influencée par le nombre de correctifs qui vont être identifiés par nos testeurs. Mais il faut penser qu'on a déjà quand même Éric chez nous, Baudouin, qui a fait beaucoup de tests dedans. Puis on a Gabriel et Simon aussi qui ont fait beaucoup de tests, qui font des tests cette semaine. Puis ça, c'est corrigé au fur et à mesure avant d'être envoyé aux testeurs pour que la version qui est testée par nos 5 nouveaux testeurs soit la plus finale possible là, pour ne pas perdre de temps à s'accrocher dans des bugs qu'on a déjà identifiés qui n'ont pas été réglés. Là, c'est vraiment notre test. Donc, voilà pour les lenteurs. J'ai mentionné rapidement tantôt pour tous les clubs investisseurs, il y a une consultation cet après-midi. Dans cette consultation-là, on va vous faire la démo de comment est rendu le logiciel au niveau de sa vitesse. Et pour pour tout le monde, en fait, là, pendant la tournée, on va vous faire une minuscule démo aussi, une petite démo pour vous montrer comment c'est rentré. C'est des gens qui ne sont pas là cet après-midi. Comment c'est rendu le logiciel là, dans son utilisation, dans son efficacité. Donc, ça, on va le faire dans les tournées. Puis, dans les tournées, on va aussi aborder le sujet dans la portion d'après-midi où on est entre nous pour que vous puissiez adresser toutes vos demandes, commentaires et tout ça là, sans aucun filtre. On pourra en parler sans problème. Puis, on va, dans la mesure du possible, tenter de mettre ça en fin de journée. Donc, si jamais il y a des clubs ou des groupes conseils qui ne sont pas concernés, qui voudraient quitter, bien, on peut aussi quitter sans manquer de matériel par la suite. Donc, c'est un peu l'objectif du programme pour les donc, on a eu les corrections dentaires là, qui sont, je vais dire, complétées du moins dans le nettoyage, puis il reste les ajustements, là, mais on est tout près de la ligne d'arrivée. Au niveau du développement, il y a eu, on a mis en place de nouveaux outils, en fait plusieurs outils pour optimiser vraiment le suivi des développements, le suivi de transfert d'informations entre nous et l'équipe de programmeurs. Donc, il y a beaucoup d'optimisation de façon de faire qui ont été faites en 2022 qui fonctionnent bien, là, qui amènent des améliorations. Par rapport aux priorités de développement, il y a eu des sondages qui ont été faits. Il y en a 2 qui ont été faits. Il y en a eu un sur vraiment l'amélioration du logiciel en juin. Puis il y en a eu un le 3 mai, mais c'est vraiment pour l'amélioration des rapports. C'est pas le meilleur moment, le 3 mai, mais en même temps, il fallait qu'on priorise le développement de rapports. Donc, le 3 mai, c'était pas idéal, mais le 15 avril non plus. Là. Fait que c'est sûr qu'on a fait un sondage à ce moment-là. L'objectif, c'est de sonder les priorités de développement plus tôt. Mais c'est sûr que ça va être influencé par la décision qui se prendra, entre autres, par
dans la consultation. La décision ne se prendra pas cet après-midi, mais ce qui découlera de la consultation de cet après-midi va influencer ce qu'on va être capable de développer en 2023. Il y a eu des sessions questions-réponses aussi. Il y en a eu 13 dans l'année. Ça, c'est quelque chose qui va revenir aussi pour l'année prochaine. Puis pour l'année 2022, la facturation qui a été faite, c'était 75 des dossiers déclarés en 2019. C'est la façon qu'on a fonctionné en 2022. Je continue les développements. Je ne les nommerai pas tous, là, mais ça, c'est les développements majeurs, les plus gros morceaux là, qui ont été faits dans le chien en 2022. Vous allez avoir le PowerPoint. Tous ceux qui l'utilisent sont sans aucun doute plus pertinents que moi pour en parler. Mais c'était pour vous énumérer une partie de ce qui a été fait. Puis ça, c'est sûr que c'est en plus du nettoyage de code qui était très, 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 très costaud. Un immense morceau. On va en reparler l'après-midi aussi. Qu'est-ce qui attend Viaferti pour 2023? Il va y avoir du développement, ça c'est sûr. La priorisation du développement va se faire encore par consultation, par le comité d'amélioration, mais consultation aussi des utilisateurs. Il y a les capsules d'aide du logiciel en 2021. En 2021, on avait fait du développement de capsules. Oui, c'est ça. En 2021, on avait fait des capsules pour la majorité du logiciel de ce qu'on avait dedans à ce moment-là. Donc, les morceaux qui n'avaient pas été faits à ce moment-là vont être faits en 2023 et mis en ligne. Puis, les nouveaux modules aussi qui s'ajoutent vont aussi avoir leur tutoriel pour l'utilisation. Ça va être en 2023. Pour les sessions questions-réponses, comme je disais, ça va revenir. Normalement, pendant la période intense, c'est une session par semaine. Donc, les gens se connectent, viennent poser leurs questions. C'est vraiment une façon d'avoir un accès direct. En même temps, ce qu'on voyait, c'est qu'il y a des gens qui viennent, qui n'ont pas nécessairement de questions, mais qui écoutent les questions des autres, qui s'alimentent des réponses. Donc, c'est intéressant aussi d'y assister. Puis quand ça devient un petit peu plus tranquille, on les espace aux 2 semaines. Si jamais il y a un besoin parce qu'il y a quelque chose qui se passe ou il y a des questions qui sont soulevées, il n'y a pas de problème, on peut en faire plus qu'aux semaines ou aux 2 semaines, dépendamment où on est rendu. C'est vraiment pour soutenir les utilisateurs. Au niveau de la facturation pour 2023, ce qui avait été annoncé à l'AGA 2022, c'est que pour 2023, ce serait 100% des dossiers effectués dans Viaferti lorsqu'il est utilisé en totalité. Sinon, 100% des déclarations en 2019 pour ceux qui ne l'utilisent pas ou qui ne l'utilisent que partiellement. Il y a une consultation cet après-midi à 13h30, si ma mémoire est bonne. Encore une fois, si vous avez eu l'invitation. Est-ce qu'il y aura un dossier ferme test disponible sans facturation pour chaque club investisseur pour information interne? Je me tournerai vers Eric, mais on avait la possibilité de former sur une plateforme de formation et autres. Je vais vous revenir là-dessus. Si vous êtes là cet après-midi, je pourrai répondre cet après-midi sans aucun doute. Sinon, je vais vous envoyer un courriel à tous pour répondre à cette question-là, pour être certain de ce que j'avance. OK. Oui, ça pourrait être fait sur Training, on me le confirme. Sur la plateforme de formation, parce qu'on a une plateforme qui a été développée et rendue disponible aux universités et aux collèges pour qu'ils puissent enseigner Viaferti dans le cadre du DEC et du BAC. D'ailleurs, il y a plusieurs institutions d'enseignement qui sont en train de l'intégrer, donc on va éventuellement engager des finissants qui vont avoir appris Viaferti. C'est sûr que l'apprendre dans le cadre du cours, c'est une bonne intégration, mais ça fait pas la totalité de ce qui doit être appris. C'est pour ça qu'on continue à avoir quand même ces formations-là dans les pépinières, mais ça s'en vient, mais on pourrait vous donner des accents en training pour que vous puissiez former vos collègues là-dessus. L'avantage du training, c'est qu'il ne peut pas pousser il peut pas générer un vrai pas. Fait que ça protège les erreurs. Oui, le training est déjà accessible. Reste à voir si les accès sont faits. Puis il y a des fermes de tests qui devraient en avoir dessus. Mais la plateforme training est déjà en place depuis l'année passée. On la réservait, comme je vous disais, au niveau des universités pour le collège, mais elle pourrait être utilisée aussi pour ça. Ça serait intéressant pour vous. Ça évite encore une fois les erreurs ou de modifier des choses dans les dossiers. Je vais demander à Eric de vous envoyer de l'information dans le prochain Viaferti Info à ce niveau-là. Vous pourrez avoir les informations de comment vous. Là, on nous demande le coût facturé par dossier. Il est demeuré au coût.
il est demeuré au coût de l'année passée. Donc, il était là. Si Michel ou Éric peuvent me le rappeler, là, 36,50 pour les membres. Merci, Michel. 54,75 pour les membres non-investisseurs et 110 pour les non-membres. On n'a pas d'utilisateurs non-membres encore. On attendait que la plateforme soit parfaite pour vous. Quand elle sera, on ouvrira. On ne voulait pas ramener de trafic, que ce soit au détriment des membres, que ce soit investisseurs ou non-investisseurs. C'est pour le prix par dossier. On me dit aussi que ça peut être possible de faire des scénarios de simulation dans le logiciel pour ne pas déclencher, mais possiblement que le training sera préférable. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on va vous envoyer l'information dans le Biaferti Info là, sur les possibilités et quels avantages et inconvénients chacun. On me demande si les universités et collèges payent pour l'accès. La réponse est non. Ils ont accès gratuitement. Le logiciel en training ne peut pas faire de vraie part, fait qu'on n'a pas d'enjeu à ce niveau-là. Puis en même temps, on trouvait pertinent que ça soit accès gratuitement et que les jeunes qui soient finissants soient formés sur le logiciel. C'était un plus pour nous qui était le plus important finalement que d'aller chercher une contribution financière de ces écoles. Je crois que ça fait le tour. Tantôt, quand je parlais des capsules, il y a entre autres module de show là, qui va être ajouté dans les capsules. Sinon, je crois que ça fait le tour de ce que je... Ah oui, puis dans les développements, ça va être à prioriser, là, mais ceux qui sont en tout cas pour le moment dans la mine, là, je vous dirais, là, c'est tout ce qui est participation post-récolte, les bilans déposés en 2011, il y a rapport de show. Là, après ça, c'est un peu plus petit, là, mais au niveau de calcul d'arrière-effet, pourcentage de caractérisation, de toute façon, ça va tout être présenté par le comité. Puis, il y a aussi en 2023 un parti de développement qui doit être fait, qui sont des coquilles réglementaires qu'on doit régulariser. Il y a des choses là-dedans qui arrivent à peu près pas, mais on veut quand même être sûr que même ce qui arrive à peu près pas soit quand même programmé parfaitement dans le logiciel. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie du budget de développement 2023 qui va aller à certains règlements de coquilles à ce niveau-là. On va vous en reparler plus longuement peut-être. Comme je vous disais aussi, dans les tournées, on va en reparler en fin de journée pour éviter aux gens d'être là si ça ne les intéresse pas. Puis, la démo qui va être faite cet après-midi va aussi être présentée dans les tournées. Là. Ça va être en captation. Ça va vous être présenté pour que vous puissiez voir la différence entre le avant et le maintenant, mais en contexte réel. C'est facile de le dire. Là, mais... oui. Donc, Monique, il y avait une question? Oui, dans l'autre page avant, tu avais des différents développements, je pense. Oui, c'est ça. Double condition chaud, ça veut dire quoi, ça? C'est une excellente question. Est-ce que tu as une excellente réponse? Michel et Éric auraient une excellente réponse. Éric ou Michel, si vous êtes en ligne, peut-être activer votre... je sais que vous êtes en ligne, mais peut-être activer votre... Éric, vas-y. Je vais laisser Michel, c'était avant moi, celle-là. Ah, Michel, peux-tu parler avant qu'Éric arrive? Excusez-moi. My God, ça fait longtemps pour moi aussi, là. Je suis désolée, je ne l'ai pas sur le bout de la tête. Il faudrait que je vérifie, mais on pourrait vérifier pour cet après-midi. Oui, bonne idée. Puis on l'enverra quand même. Éric, tu pourrais ajouter la réponse aussi dans le Biaferti Info. Si jamais il y a des gens qui ne sont pas disponibles cet après-midi, on pourra leur acheminer. Puis il y a aussi des utilisateurs qui sont membres non investisseurs qui ne sont pas nécessairement là cet après-midi-là. Donc, l'invitation cet après-midi avait été ciblée aux membres investisseurs. Donc, en l'envoyant par le Biaferti Info, on va être sûr de rejoindre tous les utilisateurs. C'est bon. OK, merci. Bien, Monique, merci. OK. Parfait. OK. Fait qu'on continue. Pour Via Gritel, en 2022, il y a eu effectivement l'information qui a été faite aussi pour présenter le logiciel et former de nouveau là-dessus. Les développements qui ont été faits, il y a eu des améliorations et correctifs au niveau des moyennes de groupe. Au niveau de la vente d'immobilisation, il y avait une problématique, là, Ginette serait meilleure que moi pour la décrire, là, mais de mémoire, l'immobilisation restait là, même si on l'enlevait.
Puis le tableau de validation qui a été amélioré. Il y a eu des corrections, modifications aussi au niveau des rapports d'analyse. Puis, ce qui est encore en cours, c'est le projet Chef-Laitière, dont je vous ai parlé tantôt, qui est un volet 3, qui est une amélioration de l'outil. Et le projet Chef-Laitière, en fait, c'est pas qu'une amélioration dans le logiciel, c'est vraiment le développement d'une formation pour les conseillers qui voudraient offrir du service en gestion au niveau de la production des chefs laitières. C'est un projet qu'on fait en collaboration, entre autres, avec le groupe Pro-Conseil et le syndicat des producteurs de lait de chèvre. Black Planet aussi est impliqué dans le projet et d'autres conseillers qui viennent apporter leur expertise. Ça va être un projet qui va se concrétiser par la création de capsules de formation et l'amélioration finalement dans le logiciel. Il y a 4 capsules qui s'en viennent, autant au niveau de la production, c'est quoi les critères économiques pertinents, c'est quoi les outils qui sont disponibles au niveau des producteurs et comment utiliser via Gritel dans ces productions-là avec les fiches techniques améliorées qui sont en développement, qui sont terminées. Si ce n'est pas terminé, déployé, c'est en fin de. Parce que j'ai vu quelque chose passer, ça me passait là-dessus, mais c'est somme toute terminé, là, donc ça en production. Quand c'est terminé en développement, là, donc en test, mais ça s'en vient en production dans la version de logiciel que vous connaissez. On a la réponse dans le chat pour la double condition d'Éric. Donc, double condition chaude, c'était de considérer à la fois le type de sol et le taux de matière organique pour déterminer si on doit calculer la part en chaud comme un sol organique ou un sol minéral. Vous voyez, quand je lis quelque chose, je peux avoir l'air intelligente, mais je n'ai rien compris de ce que je vous ai lu. Si jamais ce n'est pas clair, n'hésitez pas à l'écrire, puis on ira chercher plus de détails à ce niveau-là. Merci, Éric. Donc, ça, c'est encore en cours pour le projet Vachebeau. C'est un projet de correctif au niveau de la façon que la SFA se calculait. Il y a quand même eu aussi des travaux qui se sont faits avec des partenaires dans cette production-là pour collecter, entre autres, des améliorations possibles qui pourront être faites dans Via Gritel pour l'offre de services en production d'ajout. Via Gritel en 2023, l'ajout amélioration en fiche technique et chef laitière qui va se terminer, Vachebeau qui va se poursuivre aussi. Il y a la séricole, c'est sûr que le gros morceau qu'on envisage, c'est l'ajout de production végétale biologique, qui n'est pas nécessairement séparé actuellement dans Via Gritel. C'est sûr que ça va être aussi présenté au comité d'amélioration Via Gritel. Donc, c'est ce qui avait été identifié comme priorité dans les prochains travaux, mais ça va être revu aussi avec le comité. Il peut y avoir des ajouts ou réorientations selon les volontés. Budgetel pour 2022. Il y a eu 7 rencontres de comités spécialisés qui s'est fait pour aller vraiment définir le besoin de ce qu'on voulait avoir comme outil de budgétisation. Le cahier de charge est débuté pour venir consolider ce besoin d'affaires-là que les utilisateurs ont. C'est en cours. On continue la rédaction du cahier de charge. L'objectif demeure de terminer la rédaction du cahier de charge et d'aller chercher une évaluation de haut vol sur qu'est-ce que ça peut coûter et c'est quoi les options possibles pour en arriver à répondre à ce besoin d'affaires-là qui aura été identifié. On cible de faire ça en janvier 2023. Février-mars, consultation et discussion pour se rendre en mars 2023 à un vote en Assemblée générale pour le développement de quelque chose, de quelque chose en budgétisation. Pour le contexte, Budgetel actuel fonctionne été monté sur Excel. Il inclut des macros qui datent, on ne va pas dire préhistoriques. Puis à chacune des mises à jour d'Office, ça tremble un peu. On n'est pas certain que ça roule à chaque fois. On est rendu là. La dernière mise à jour d'Office, on a le privilège extrême d'avoir une Ginette qui comprend quand même très bien tout ça et qui arrive à faire de la magie. Mais ça a pris quelques petits tours d'ajustement pour que ça continue d'ouvrir parce qu'au début, ça marchait pas. Fait qu'on on a vraiment une urgence d'agir dans ce dossier-là, ce qui ne veut pas dire d'agir n'importe comment parce que c'est urgent. On veut vraiment analyser les options, on veut voir qu'est-ce qui est la plus, je ne veux pas dire abordable, dans le sens que c'est pas juste le prix, c'est vraiment
où on trouve l'option qui répond le mieux aux besoins, au coût évidemment le plus intéressant. C'est sûr que dans le cahier de charge, il y a beaucoup de choses qui ont été nommées. Il y a des choses qui sont dans le « ça serait le fun que », à un moment donné, on voudrait que, puis là, ça prend ça au départ. Il y a ces éléments-là aussi qu'il faut garder en tête. Par contre, quand on fait un cahier de charge, c'est vraiment bénéfique d'inclure tout ça, mais en le distinguant bien, évidemment, pour que la personne qui reçoit ça, autant au niveau de l'analyse qu'éventuellement au niveau du développement de quelque chose, si développement il y a évidemment, bien, qu'il puisse voir aujourd'hui, on a besoin de quoi, mais le frame doit supporter quoi éventuellement, pour s'assurer que la solution puisse être utile et pertinente à long terme. Donc, on garde cet échéancier-là. On va vous revenir évidemment avec les consultations en début d'année 2023 pour s'assurer que tout le monde prend bien connaissance des besoins, des enjeux, des possibilités et des coûts que ça peut représenter pour qu'il y ait un vote éclairé. Je n'ai pas de questions, je poursuis. Et c'est M. Pion qui. Oui. Est-ce qu'il est prévu de faire une présentation des outils existants? Par outils existants, on entend au niveau de la budgétisation. Oui, bien prévu. C'est sûr que l'idée, ça va être de regarder qu'est-ce qu'il y a de possible. Ce qu'on a eu comme demande, c'est pas. Ça prend quelque chose quand même qui communique avec le logiciel actuel. Mais parce que l'outil existant, il n'y a rien qu'on connaît qui peut connecter avec ça pour le moment. Il y a quand même des discussions avec des outils qui pourraient compléter la solution, ça oui, pour ne pas avoir à tout développer, là. Mais pour le moment, on n'a pas nécessairement quelque chose, mais le but en janvier, c'est vraiment de faire analyser les options possibles. S'il sort un outil existant, c'est sûr que ça va faire partie des présentations. Pour le moment, on n'en a pas d'identifié. Mais l'analyse va être faite par un consultant qui connaît ça. Plus que par nous. Pour ne pas tous les connaître. Pas d'autres questions? Alors, les éléments à venir, donc les tournées régionales, donc on se prépare bientôt à aller vous rencontrer dans chacune de vos régions. Donc, le 10 novembre, dans 2 jours, on va être au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a 3 régions où il va y avoir des postes en élection. Donc, c'est le temps là, de commencer à regarder là, avec les groupes de chacune de vos régions là, pour voir les intentions de chacun, puis le travail que vous allez avoir à faire, parce que vous savez que quand on va arriver en début d'après-midi dans vos régions, ben, ça va être la période des élections. Donc, éviter qu'on arrive sur le flag, puis t'es-tu encore intéressé, t'es-tu pas intéressé ou quelque chose. Donc, on vous invite à vous consulter. Donc, 10 novembre, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 15 novembre, Bas-Saint-Laurent, 16 novembre, Capitale-Nationale, 17, Centre du Québec, Mauricie-Estrie, 21, Abitibi-Témiscamingue. Donc, on a respecté la volonté d'Abitibi-Témiscamingue, qui nous disait, ben, on est tout le temps les premiers, fait qu'on n'a pas d'idée de ce qui s'est dit dans d'autres régions. Donc, on a décidé d'alterner un petit peu pour ne pas commencer tout le temps juste par l'Abitibi. Donc, on est tout le temps. Puis, il y avait une demande équivalente au Saguenay. Par contre, les dates ne concordaient pas là, avec les gens du Saguenay pour pouvoir les mettre plus loin dans la tournée. Ça a été un désir, mais ça n'a pas fonctionné cette année de pouvoir les décaler plus loin par disponibilité de la région. Puis, il y a tout le temps aussi, plus on avance dans le temps, le risque qu'on arrive dans une tempête de neige, que l'avion ne peut pas atterrir, c'est tout le temps un enjeu épouvantable. Quand on arrive, on est dans les airs, on nous annonce, ça se peut qu'on n'atterrisse pas, mais on sait que les gens sont déjà tous déplacés pour assister à la réunion. C'est un peu désagréable quand le pilote nous annonce ça. Donc, on a cet enjeu-là aussi à prévoir. Donc, on termine le 25 novembre avec la Montérégie, le 24 novembre avec l'Outaouais. Donc, un gros morceau là, dans les tournées, il va y avoir la consultation sur la planification stratégique. Donc, une consultation stratégique, 3 ans, c'est quand même une planification importante. C'est ce qui va amener notre plan d'action, puis voir si ça va répondre à vos besoins. J'aime bien appeler le principe en W, là. On consulte, on travaille, on vous consulte, on travaille. Donc, ça a commencé l'an dernier là, à regarder un petit peu
différents enjeux là, dans les rencontres régionales. On a fait une petite partie avec vous autres aussi au Congrès. Nous autres, à l'été, au conseil d'administration, avec l'ensemble du personnel, on a fait une bonne partie aussi, où on a passé 2 jours ensemble à réfléchir sur des enjeux, puis être capable de laisser la chance au personnel de nous présenter quelque chose. Donc, on va essayer de valider avec vous autres là, si ça correspond, s'il manque des choses, pour ensuite en arriver au Congrès, là, puis faire adopter le plan qui va vous être présenté. Donc, on vous invite à participer en grand nombre parce que c'est quand même ce qui va donner la voie à VIA là, pour la planification des 3 prochains plans d'action qui s'en viennent. Peut-être juste préciser aussi, jusqu'à hier, le lieu de Outaouais-Laurentides dans l'Andière, Ontario n'était pas identifié sur le site web. Ça s'est conclu hier. On a eu énormément de misère à trouver une place. Cette année, les places où on allait habituellement étaient toutes non disponibles. Donc, on se déplace vers Saint-Jérôme, au Best Western. Donc, l'information n'était pas disponible, elle l'est maintenant. Vous rappelez qu'il faut vous inscrire sur le site de VIA. C'est gratuit. Par contre, on vous demande de nous aviser si vous avez un empêchement. On vous reçoit, on paye le repas là, pour le dîner. Donc, juste nous aviser pour ne pas gaspiller des sous puis gaspiller de la nourriture aussi. Là. Donc, on vous demande de nous aviser si vous avez un empêchement pour la rencontre. Puis, on vous rappelle que la journée, c'est une journée complète. Le matin, on est ensemble avec les intervenants de la région. L'après-midi, c'est réservé aux membres. Donc, membres, on entend employés et administrateurs, évidemment, des organisations membres de VIA. Je vous dis quelque chose. Donc, c'est ça. En après-midi, des fois, s'il y a des choses qui fonctionnent moins bien dans vos régions, que ce soit, mettons, avec le réseau, le MAPAC, peu importe, on veut laisser un endroit là, pour que vous puissiez en parler et voir un petit peu ce qui pourrait être fait là, dans vos régions là, sans que ces personnes-là soient là. Puis, dans certaines régions, tout le monde pourrait être là. Dans d'autres régions, ben, il y en a des fois qui souhaiteraient que les personnes ne soient pas là. Donc, c'est pour ça qu'on prévoit tout le temps une partie avec tout le monde et une partie juste nous autres. Puis, quand on parle de la planification stratégique, c'est intéressant aussi que les intervenants soient là aussi pour voir un petit peu c'est quoi notre rôle. Fait que, il y en a des fois qui disent ouais, mais c'est pas pertinent que tout le monde soit là. Mais, des fois, on a autant le représentant de la région, des fois, s'il y a un problème dans la région, qu'il soit capable que l'intervenant le connaisse et qu'il connaisse un petit peu son rôle chez VIA. Là, ça amène une meilleure approche un peu quand les gens savent ce qu'on a, quand les gens comprennent nos besoins et qu'ils connaissent les enjeux. Ensuite, les événements à venir. Donc, tout de suite après les rencontres régionales, ça va être la rencontre des grands troupeaux laitiers. Donc, ce qu'on appelait auparavant les 100 vaches, ça a changé de nom parce que tout évolue dans notre milieu agricole. 100 vaches, ça représente bientôt la moyenne. Donc, si on veut parler des troupeaux qui représentent un peu plus que la moyenne, donc le nom a changé de la rencontre des grands troupeaux. Donc, 6, 7 et 8 décembre, à Thetford Mines, donc il va y avoir une partie aussi qui va être virtuelle pour ceux qui ne sont pas capables de se déplacer. Et c'est un rendez-vous où certains se donnent le rendez-vous pour l'année suivante. Il y a des producteurs qui vont être là à tous les ans. C'est leur rencontre annuelle. C'est leur party annuel. Donc, on vous invite à en parler à vos membres, producteurs et les conseillers qui souhaitent y participer. On dit ici 2 décembre, juste mentionner que pour les producteurs qui veulent, pour vos clients qui veulent avoir, qui font affaire en gestion avec vous, qui veulent avoir leur cahier personnalisé, la date limite, elle est plus tôt que ça pour pouvoir vous assurer d'avoir votre cahier personnalisé. C'est le 20 quelques de novembre. Je ne m'en souviens plus. Si j'ai quelqu'un d'équipe qui peut me le mettre dans le chat, j'apprécierais. Sinon, en tout cas, c'est disponible sur le site. Là, vous avez la date exacte, la date limite exacte pour les producteurs qui veulent avoir leur cahier là, pour éviter que nos collègues fassent des cahiers de producteurs jusqu'à la nuit d'avant. Parce qu'on envoie ça en impression aussi, fait qu'on on est contraint à certains délais. Là, Ensuite, l'activité qui va avoir lieu aussi, l'AGA 2023. Donc, on vous invite à y participer en grand nombre les 16 et 17 mars. Croyez-le ou non,
pour la 4e année consécutive, je vais être obligé de vous dire que c'est au Château Bromont. Alors, on espère cette année que ça va vraiment se faire en personne au Château Bromont. Présentement, j'ai dit ça l'année passée aussi, on n'a aucune raison de croire que ça ne se fera pas, mais l'an passé, ça ne s'est pas fait malgré tout. Mais bon, c'est un très bel endroit. J'inviterai aussi qu'il y ait un maximum d'administrateurs qui soient présents parce qu'il va y avoir des décisions à prendre, autant sur l'investissement dans Budgetel, autant sur la planification stratégique des actions de VIA. Donc, on souhaite qu'il y ait un maximum de participation, sans oublier que c'est un endroit paradisiaque. Alors, ce n'est pas une punition de se rendre au Château Bromont. Le programme est en élaboration. Il est très avancé par le comité, puis ça va être extrêmement intéressant. Donc, réservez déjà les dates à votre agenda. Je suis convaincue que le programme va vous intéresser. Alors, ça conclut notre journée, notre avant-midi de présentation. Donc, je vous remercie d'avoir. Une question dans le chat pour savoir si ça va être possible d'assister à distance à l'AGA. On est en train de regarder pour la possibilité. C'est sûr que l'objectif, c'est que le congrès soit en présentiel. Le parti qu'on regarde la possibilité d'être en web, c'est l'AGA. Mais on va vous revenir rapidement là-dessus. Là. Il y avait des discussions sur ce niveau-là. Alors, n'oubliez pas d'être présent aussi quand on va arriver dans vos régions. On aime bien vous présenter notre reddition de compte. Par contre, ce qu'on aime encore mieux, c'est vous entendre. Alors, on vous invite à vous inscrire dans des rencontres régionales qui débutent à partir de dans 2 jours. Alors, au plaisir de vous rencontrer chacun chez vous. Alors, on vous laisse partir. S'il y a d'autres questions, on peut les prendre tout de suite, sinon on clorerait. Je vois plus de questions dans le chat, là, mais à moins qu'il y ait une question de dernière minute. Pas de questions? Sinon, écrivez-nous, on diffusera la question et la réponse. On a été clair. Donc, il y a Caroline. Oui, Caroline Jean-Boucher. Là, je ne sais pas, ma caméra, ça ne fonctionne pas. Bonjour, très bonne présentation. Bon travail aussi. Donc, je tiens à féliciter l'équipe parce que des fois, avec les personnes, le personnel, le staff réduit, on a un petit peu plus de difficultés à travailler puis à réussir à accomplir toutes les tâches. Donc, je vois vraiment que l'équipe tente d'aller chercher du financement un peu gauche-droite dans différents programmes. J'ai une question, par contre, puis c'est un petit peu ce qui m'a accroché, c'est au niveau des différents projets que vous mettez en place. J'ai l'impression, en tout cas, peut-être qu'avec la nouvelle planification stratégique, ça va revenir. Mais je trouve que VIA, on s'en va sur différentes directions, puis on s'éparpille peut-être un petit peu trop. En tout cas, moi, c'est ma perception. Puis là, on est rendu au Sénégal en plus, fait que il me semble qu'on couvre large un petit peu. C'est un commentaire plus que d'autres choses, mais je me pose un petit peu la question sur comment on arrive à faire. On a du travail à faire, on a des besoins aussi, puis on s'en va sur d'autres choses, puis on dirait peut-être pas qu'on s'invente des besoins, mais on tisse large. On ratisse large dans le mandat peut-être ou la mission de VIA. Mais c'est mon interprétation, c'est ma vision externe dans tout ça. Peut-être que ça répond à des besoins plus particuliers de d'autres conseillers dans d'autres clubs ou quoi que ce soit, là, mais c'est ma perception. Pour le projet Sénégal, c'est une décision qui a été approuvée par le conseil d'administration, donc je peux y répondre. On a été approché par l'UPADI pour voir si c'était possible de collaborer à ce projet-là pour développer des services conseils au Sénégal. Donc, on pense qu'on était la meilleure organisation là, pour accompagner les producteurs là, qui avaient cette volonté, parce que c'est des groupes comme on a ici au Québec, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Donc, c'est un petit peu notre rapport corporatif là, pour essayer
de redistribuer nos connaissances puis apporter une certaine aide. Ce projet-là est financé, il n'y avait pas de coût engendré par VIA. Autant Catherine, puis au début, c'était supposé être juste Catherine. Par contre, le mandat a commencé à s'élargir un peu, beaucoup de rencontres. Ça devenait plus possible. Puis Hélène avait manifesté aussi son très grand intérêt à participer à des projets comme ça depuis longtemps. Je pense qu'elle le voyait. Donc, pour nous autres, en même temps, c'est une mesure de rétention de personnel à permettre à notre personnel de faire ce qu'il avait le goût de faire. Puis, d'un autre côté, il n'y avait pas de coût. Puis, on redistribuait un petit peu l'avantage qu'on a ici au Québec d'avoir des... Je comprends très bien de dire dans la rétention qu'il n'y a pas de coût, mais quelque part, il y a un coût sur les ressources et sur le service que VIA peut offrir en fait aux différents conseillers. Lorsqu'on monte des projets ou lorsqu'on élargit notre spectre, il reste moins de temps aussi pour répondre aux différents besoins des conseillers. Donc, c'est plus sur cet aspect-là que je me questionne parce que oui, on pourrait en faire bien des projets, là, tout ça, de partir, que ce soit au Sénégal. Moi, je partirais en Europe un petit peu plus, là. Mais ça, c'est question personnelle. Puis je comprends qu'on peut redonner, je comprends tout ce bout-là. Mais on a tellement de travail, on a tellement je vois les conseillers là, qui travaillent là, des fois, puis avec les différents formulaires ou quoi que ce soit, mais il me semble qu'on a tellement de choses à faire ici. Puis je ne dis pas juste le Sénégal ou n'importe, là, mais il y a beaucoup de travail pour faciliter justement le clérical, si on veut, là, des conseillers, puis que les conseillers puissent être plus souvent sur le terrain, que je me dis que, en tout cas, c'est ma vision, c'est ma perception que j'ai de l'extérieur dans ça en voyant. Puis c'est très noble, là, en fait, de transmettre nos connaissances à d'autres pays. Mais moi, je trouve que ça dépasse, en fait, la mission que VIA a. Puis des fois, il faut comme revenir à la base puis aider les conseillers qui sont là sur le terrain parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire. Puis, en tout cas, il y a beaucoup, on regarde juste là, pas juste les bandes riveraines, mais le littoral ou quoi que ce soit. Il y a tellement d'affaires là-dedans qu'on est... en tout cas... il y a plein de choses qui s'est faites aussi là-dedans. On va vous en parler dans les tournées. Ce n'était pas la place ce matin pour en parler, mais que ce soit au niveau du REFI, au niveau du régime de transport dans le littoral. Loi 25, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Je le vois dans le commentaire. C'est une nécessité aussi. On a fait de l'accompagnement là-dedans, même si on avait dit qu'on n'en ferait pas au début. Juste préciser, Sénégal, de toute façon, il y avait deux options. C'était soit un congé sans solde pour moi pour y aller et Hélène, ou on le rentrait dans VIA. Les frais étaient absorbés par le PAD. De toute façon, nous, d'une façon ou d'une autre, on était compensés personnellement. Mais l'idée de passer par VIA, c'est qu'on donnait en même temps un certain rayonnement à l'organisation ici aussi. Et pas juste là-bas, mais de toute façon, le temps de ressources n'aurait pas été là. Ça, c'est juste pour préciser. C'est un projet qu'on avait de toute façon, qu'on aurait fait de toute façon, qu'on peut faire sur notre temps personnel, bien évidemment. Puis le choix avait été fait du conseil d'administration de dire, ben oui, ça va être sous l'égide ou sous le couvert de VIA, considérant que c'était l'expertise quand même des ressources de VIA qui était appelée. Puis il peut y avoir d'autres projets aussi il y a eu d'autres dépôts de projets aussi qui pourraient interpeller d'autres conseillers du réseau. Puis l'idée là-dedans, c'est comme Chien l'a dit, c'est de permettre à des employés de s'épanouir dans des projets qui les intéressent. Un peu comme vous faites dans vos clubs aussi, quand un conseiller décide de développer une expertise qui, des fois, initialement, on se dit, ben oui, ça peut bénéficier au groupe. C'est pas nécessairement ça qu'on aurait priorisé, mais on vient favoriser l'intérêt d'une ressource de l'organisation pour son organisation. Fait que c'était ça qui était derrière ce choix-là. Mais c'est sûr que Hélène et moi, on n'aurait pas plus été disponibles ici. On serait allés quand même. On serait allés sur notre propre nom sinon. Ce qui aurait pu être très avantageux. C'est vraiment pas une critique ou quoi que ce soit, mais je me dis que, on a tellement d'affaires parce que, il y a des choix qu'à un moment donné, il faut faire, puis c'est correct, là, mais c'était juste peut-être de rassembler puis de se repasser un petit peu plus sur c'est quoi vraiment la mission de VIA
Et puis, mais probablement qu'avec le plan stratégique, ça va se faire l'exercice à ce niveau-là. Effectivement, puis à la présentation du plan stratégique, s'il y a des volets que vous vouliez voir couverts qui n'y est pas, bien, on se fie sur vous pour nous alimenter à ce niveau-là. Là. Parce que tu mentionnes aussi, Caroline, qu'il y a un paquet de participation à des projets qui ne sont pas nécessairement dans la mission. Mais à part que le Sénégal, quand je regarde la participation des groupes, je pense que la plupart, en tout cas, de nos projets répondent à un besoin. Puis, pour ça, peut-être pas tous les groupes, mais pour plusieurs groupes. Par contre, le Sénégal, des fois, c'est la même chose dans vos régions. On peut dire non à un membre du personnel qui demande un projet pour s'épanouir. Puis, quand tu dis non, tu perds la personne qui était chère, ou tu dis oui, puis regarde, tu t'en passes un bout de temps, mais après ça, la personne revient plus épanouie, puis plus productive aussi. Donc, nous autres, au conseil d'administration de BIA, on a les mêmes enjeux que vous autres dans vos régions, puis on veut garder notre personnel, parce qu'en former d'autres, il y a un enjeu aussi à ce niveau-là, puis l'efficacité n'y est pas non plus. On a le choix entre garder notre personnel existant, ça coûte moins cher, ou en former des nouveaux qui coûtent plus cher. Mais, en même temps, c'est juste pour dire que ça n'a pas été au détriment des membres. Là. On aurait quitté pareil, on n'aurait pas été là de toute façon ces semaines-là. De toute façon, là, mais je comprends la question. C'est sûr que c'est loin de il y a une question par savoir si la rencontre de cet après-midi sera aussi disponible en rediffusion. Oui, ça va être sur la plateforme membre à ce niveau-là pour l'après-midi. Puis on a une autre question, ça nous questionne aussi dans mon CA. Mon avis personnel est tout de même que lorsqu'on demande une expertise dans l'environnement pour des projets au Québec avec PA ou autre, IA est de plus en plus la référence et doit donc être présent. Ça alimente directement les projets accordés au club. Effectivement, mais tu sais, ça empêche de prendre des vacances non plus. Là, puis c'est un peu ça qui était le cas dans cette situation-là. Mais je comprends que l'expertise est demandée. Puis en lien avec ça, c'est sûr qu'on vous interpelle souvent en lien avec l'expertise qui est demandée. Puis il y en a qui sont très présents et qui répondent beaucoup. Il y en a d'autres qui répondent moins. Notre capacité à répondre aux gens au Québec qui ont des demandes envers VIA pour accéder à vous, habituellement, c'est de trouver des conseillers aussi qui peuvent se rendre disponibles. L'enjeu est, durant cette année, plus là qu'à mon niveau, celui d'Hélène. Mais je peux comprendre que le projet Sénégal peut sembler pas nécessairement en ligne, mais il n'y a rien qui empêche pour les prochains projets, on pourra les faire à notre site personnel aussi. C'est quelque chose qui peut être possible si c'est quelque chose qui est plus dérangeant ou en tout cas que vous ne percevez pas nécessairement positivement, il n'y a pas de problème non plus. En même temps, j'avais beaucoup de conseillers d'organisations qui nous posaient des questions à ce niveau-là et qui avaient de l'intérêt pour y aller. L'objectif, c'était aussi de pouvoir rendre cette expérience-là disponible à d'autres. Mais encore là, ça pourra être fait en marge sur la partie personnelle si vous le faites. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nos 2 personnes qui sont allées au Sénégal ont connu ce que c'était le 5 étoiles sénégalais. Alors, ben, ils sont capables d'apprécier 5 étoiles québécois maintenant. D'autres questions? Alors, on va vous laisser partir et on se dit à bientôt dans vos régions. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.